par Matériel.net et Nvidia. D'ailleurs, on aura sur ce plateau d'ici quelques instants Stéphane Quentin, le responsable presse Nvidia, qui viendra nous donner son savoir. Voilà, sur ce plateau, on va pouvoir l'interroger sur beaucoup de sujets, notamment évidemment les technologies qu'on peut retrouver sur les cartes graphiques Nvidia. Qu'est-ce qu'on va se dire d'autre? On va parler des PC évidemment qui sont disponibles chez Matériel.net, puisqu'ici on a 2 PC sur ce plateau les amis, et que vous allez avoir une commande dans le chat pour avoir une réduction sur ces PC, et on le sait. Actuellement, les pénuries font que ça coûte cher de s'équiper en PC en ce moment. Donc, on ne crache pas sur 8% là-dessus. On est avec Chrono pour parler de tout ça aujourd'hui. Comment ça va, Chrono? Ça va super, et vous? Écoute, ça va. Et vous? Comment ça va, Paris? Écoute, moi non, ça va super. Écoutez, écoute, je suis en train de prendre en main ce clavier souris que je ne connais absolument pas, mais ça devrait le faire. C'est vrai. Alors là, devant toi, le matériel, on va dire clavier souris, t'es pas au top du gaming, mais c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt d'aller jeter un œil sur des écrans, sur des PC, sur des cartes graphiques. C'est là-dessus qu'on va évidemment passer un petit peu de temps. On va évidemment revenir sur toute la gamme d'avantages que proposent les gammes de cartes graphiques RTX chez Nvidia, puisqu'évidemment on va parler des DLSS, on va parler de ray tracing, on va parler de reflex, on va parler d'autres technologies qui ont été annoncées un petit peu plus récemment aussi. Et d'ailleurs, on a évidemment pris le crack en manière de nouvelles technologies. C'est Genius. Présentation, alors c'est vrai, comment ça va? Ouais, écoute, moi ça va bien, ça va bien. Alors je sais pas si t'es le crack en manière de nouvelles technologies, par contre, je sais pas, mais passionné. tu es reconnu comme évidemment un bon grand passionné de jeux vidéo, d'e-sport, et tu es quelqu'un d'exigeant quand il s'agit de mettre la main sur une manette, peut-être un peu moins clavier souris, mais quand même un peu de fluidité ne fait pas de mal. Mais tu m'as tellement bien présenté. Ouais, ça va, t'as la forme? Content d'être là, écoute, super, je suis content d'être avec vous, on s'était régalé semaine dernière. Moi j'en parlais avec Chrono, on est comme des enfants, moi c'est vrai que j'adore ça. Je suis pas expert comme lui, mais je suis vraiment passionné, et je suis content de voir Stéphane que je connais bien, que j'avais vu notamment à Paris Games Week. Moi j'avais animé quelques fois pour Nvidia, et il sera là avec nous, donc hâte de voir tout ça. Et comme je disais, j'attends expressément, on n'a pas tous la chance comme toi d'avoir notre 3000, j'attends ma carte qui devrait arriver chaque jour. J'ai une 3090, oui, c'est vrai. Est-ce que je la mérite? Mais t'en restes pas moins un homme. Probablement pas. mais c'est pas très grave. Après, si tu n'as pas de carte graphique, tu peux prendre du GeForce Now, ça marche aussi, voilà, mais on va pas parler de ça aujourd'hui, puisqu'on va parler hardware, voilà. Le cloud, c'est sympa, mais avoir quelque chose en physique chez soi, ça reste pour le moment la meilleure solution. Et du coup, on va se pencher évidemment sur tout le matériel qui est disponible pour ça. Alors aujourd'hui, au programme, du coup, on va évidemment parler des PC qu'on a aujourd'hui sur le plateau, puisqu'on a notamment le Backstab et le Hornet, 2 modèles que vous pouvez retrouver chez Matériel.net, qui sont à des budgets radicalement différents. Il y en a un qui est aux alentours de 1800 €, si je ne dis pas de bêtises, un autre qui est plutôt aux alentours de 2500 €, quelque chose comme ça. Évidemment, ils ne sont pas tout à fait équipés du même matériel. On va revenir sur ça. Derrière, on va jouer à Back 4 Blood, puisque Chrono, il est déjà en train de jouer. On te dérange? Il me disait. Il a dit sa de me phrase. chauffer un petit peu. Il a dit une phrase, c'est fini. C'est fini, nous regarde. Non, mais vous savez, je peux en parler un petit peu. Pas trop. T'as vu la semaine dernière, j'ai essayé. Il a fait pause. Il a fait bon. Je fais pause parce que. Ok, maintenant on parle. Pour le moment, faut causer. Chrono, est-ce que tu peux te décaler de quelques centimètres? J'aimerais que le peuple puisse observer ton pull. Oh. Voilà, Évidemment. PC Master Knight. Mais le monsieur, il est là. Il est bien équipé, même en fringue, il est là jusqu'au bout des ongles, c'est parfait. Évidemment, on terminera cette émission avec l'interview de Stéphane qui viendra nous donner tous les détails sur toutes ces technologies qu'on a l'habitude de voir maintenant. Ça fait plusieurs années qu'on vous rabâche les oreilles avec du DLSS, du ray tracing, mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Pourquoi est-ce que vraiment ça change tout? Et d'ailleurs, pas que dans le domaine des jeux vidéo, puisqu'évidemment ça fait avancer tout ça, aussi dans le domaine des productions de films d'animation, les cinématiques et tout ce qui est en 3D en fait, bénéficie de ces technologies. On va en parler après. Si on a de la chance, on pourra peut-être jouer à Rainbow Six Extraction, mais j'ai ouï dire que
Les serveurs étaient en maintenance. Maintenant. Petite maintenance, donc il y a peut-être moyen qu'on n'ait pas la possibilité d'y jouer. Vous avez joué à quoi la semaine dernière, messieurs? La semaine dernière, on a testé déjà God of War, on a testé God of War sur PC, on a testé les gardiens, il nous a montré les Exactement. gardiens de la galaxie, les différences graphiques avec God of War qui, du coup, a le DLSS, c'est ça? C'est ça, DSS et Reflex. et Réflexe. Et gardien, il y avait aussi Le ray tracing. Ray tracing. Donc ray tracing et DLSS. Et DLSS, du coup, on testait tout avec Ken, on était là pour essayer de faire planter ou faire ramer un peu. Oui, tu cherches les limites, quoi. On n'a jamais réussi. Ouais, franchement, ça tournait à chaque fois nickel, on s'était régalé et God of War après. Et là, hâte de voir un petit peu son gameplay sur Black, donc ça va nous régaler. On va pouvoir commencer cette émission et on va d'ailleurs commencer avec les PC Matériel.net qui sont sur ce plateau et je vais d'ailleurs ouvrir immédiatement le détail de ces deux PC puisque je ne désire pas vous dire des bêtises sur chacune de ces configurations. D'ailleurs, vous avez des commandes qui sont directement dans le chat que je vais vous donner. Si vous voulez parler évidemment des technologies Nvidia, vous pouvez mettre le point d'exclamation Reflex, vous avez le point d'exclamation RTX On également. Vous avez le point d'exclamation Matnet qui vous permettra de vous rediriger vers ces configs et celui que vous attendez tous évidemment, le point d'exclamation le stream qui vous permet d'accéder à 8% sur les PC dont on va parler. On commence par lequel, les amis? Je vous propose de commencer en douceur, voilà, avec le Backstab. Le Backstab qui est un PC à 1800 € et qui est équipé du coup relativement correctement puisqu'on est sur une 3060 cette fois-ci. On est sur un Ryzen 5 5600X. Donc on va viser quoi là-dessus, Chrono, avec ce genre de matériel? Plutôt du 1440? Est-ce qu'on peut monter plus haut? Non, on va pas monter plus haut que du 1440. On va viser, idéalement, on va se dire qu'on peut jouer à tout sans se poser de questions en 1080p et on peut jouer à pas mal de jeux en 1440 aussi. Mais le DLSS aidant, avec le DLSS, on peut jouer en 1440, mais sur les jeux qui ne posséderaient pas de DLSS en 1080p pour tout, et sans jamais avoir de soucis, j'imagine, en jeu. Je n'en possède pas personnellement de 3060, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, je pense que clairement... D'ailleurs, vous jouez sur quoi, vous, Chrono? T'es sur quelle carte graphique? Alors moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs ordinateurs de jeu. J'ai un fixe avec une 3080. D'accord. Et le laptop principal que j'utilise, il a une 3080 aussi, donc que j'avais ramené la semaine dernière d'ailleurs. Et comme Rien de moins. Hein. Et 5 écrans, j'ai vu son setup. Rien de moins. Il a 5 écrans, le man. C'est vrai? Ah ouais. Il a 2 portables, je crois, et 2 écrans, c'est ça? 3 écrans Et milieu. 3 écrans. Ça fait 5. Et est-ce qu'ils sont... qu'est-ce que j'allais dire? D'ailleurs, c'est quoi le nom? Nvidia Ready, tu sais, G-Sync. Ouais. Il y en a 2 qui sont des écrans, des véritables écrans G-Sync, et un troisième, tu sais, Full HD, accessoire, que tu mets juste pour faire des choses à côté, regarder ton Discord, un petit fil Twitter qui va bien. Mais sinon, les deux autres, celui qui est à gauche, c'est mon ancien écran principal, donc c'est un Full G-Sync, 1440, 165 Hz, et celui au centre, c'est un 4K HDR G-Sync, tout ce que tu veux, quoi. Ok. On a du 16 Go de RAM, du coup le DDR4 sur ce Backstab. 500 Go de SSD, c'est du NVMe, hein, donc on envoie la sauce, des temps de chargement les plus réduits possibles. Alors c'est vraiment un PC pour jouer, hein, tu vois, avec 500 Go, tu peux quand même commencer à installer quelques jeux. On a vraiment le matériel pour ça dedans. Derrière, si tu veux aller sur quelque chose de plus véloce, il va falloir partir du coup sur une config un petit peu plus élevée. On va parler de ce PC, mais on va aussi parler de l'autre, qui est le PC sur lequel est actuellement en train de jouer Chrono cette fois-ci. Et c'est ni plus ni moins que le Hornet. Le Hornet, il va falloir mettre un petit billet de plus. Un petit peu de sous-sous. Il faut mettre un petit billet de plus. On est à 2500 €. 2500, ouais. 2499,90. 8% avec évidemment le code que vous pouvez mettre sur le chat. Ils sont en stock. Et ça, c'est beau. Voilà, beau. Déjà, en fait, la première chose à dire, c'est que ces PC sont en stock. Donc en fait, si vous voulez une carte graphique, c'est aussi un bon moyen, c'est de prendre une config complète parce que c'est aussi un bon moyen de réussir à s'équiper maintenant. Cette fois-ci, on a un petit peu la même base, mais on n'a pas tout à fait le même processeur. On a autant de mémoire RAM. Par contre, on a le double en disque dur. Disque dur plutôt en mémoire flash, parce que c'est du SSD, mais 1 Tera cette fois-ci, toujours en NVMe, d'accord, donc un stockage un peu plus important. Et puis on a une 3070, voilà, qui est du coup un petit peu plus véloce qu'une 3060. Le processeur, c'est un i5 12600
4K. Donc avec ça, vous êtes à peu près tranquille pour jouer. En même temps, tu me diras à 2500 balles. Heureusement, Tout est bien. Voilà, on a un petit peu envie d'être tranquille aussi. Donc on est sur du bon matos effectivement. Et cela dit, le truc qui est bien avec Matériel.net, c'est que si les configs qui vous sont proposés de base par Matériel.net vous éclatent pas forcément, ou si vous vouliez d'autres types de matériel, vous pouvez aussi passer par le configurateur. Ils ont vraiment une interface qui est archi clean, qui vous permet de bien sélectionner quel matos vous voulez dans votre PC. Et puis c'est fait intelligemment. C'est-à-dire que tu vas vraiment prendre ta base et derrière, du coup, ils vont t'éliminer tout le matériel qui n'est pas compatible avec la carte mère que tu aurais choisie ou avec le processeur que tu aurais choisi ou autre. Donc ça t'évite de faire des erreurs. Derrière, vous pouvez soit le monter vous-même, soit demander à l'équipe de Matériel.net de vous le monter directement, avec ou sans Windows. Vous faites un peu votre truc à la carte et c'est plutôt bien fait. Ça fait longtemps qu'ils existent maintenant, Matériel.net. Vous les connaissez sûrement et on les remercie beaucoup d'avoir sponsorisé cette émission. Est-ce que vous avez déjà été client Matériel.net ici ? Je pense pas. Non, je pense pas. Pas encore. Pas Bon, toi, encore. tu te fais offrir tes PC. Ah, bien sûr que non. Ah, si, bien sûr que oui. Si, non, Ah, bien sûr que non. Non, Ah, c'est- ah, si. Non, je dis ça parce que j'ai commandé, je pense qu'à l'accueil, j'ai commandé un i7 que j'ai reçu aujourd'hui. Donc je m'achète des fois des petits périphériques. Mais par contre, ouais, l'ordi, je l'ai reçu, j'ai oublié. J'ai longtemps été client Matériel.net. Pour le coup, moi, je sais que ce que j'aime beaucoup sur leur site, c'est l'ergonomie. Ça fait des années qu'ils sont en avance, en fait, je trouve, sur ça. C'est très facile de s'y retrouver sur le site, c'est très facile de mettre tout un tas de filtres C'est très pour clair. vraiment oui. trouver ce que tu veux. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le site pour ça. Bon, maintenant, je l'utilise moins parce que mon statut fait que je ne paye plus mes PC. Monsieur. J'apprécie, Ah là là, évidemment. voilà. On a nos partenaires, on a les partenaires qu'on mérite, voilà, tout simplement. Mais peut-être que Chrono aussi utilise un petit peu Matériel.net. J'imagine que tu connaissais déjà le site. J'ai une super anecdote à ce niveau. et Vas-y. C'est 100% véridique. Il faut savoir que mon premier PC gamer que j'ai acheté pour moi, c'est un PC Matériel.net. C'était Oui, t'avais dit, en août ça. 2010, en août 2010 ou 2011, je sais pas. Année de sortie de la 480, mec. J'ai acheté un PC à l'époque sur Matériel.net avec 6 Go de RAM, un SSD de 60 Go, donc une GTX 480 et un Core i7 930. À l'époque, je me rappelle Combien qu'un SSD 60, juste le SSD, Juste le SSD, 60 Go, ça devait être 280 Ouais. balles, les gars. Facile, hein. 60 Go. Ouais. Donc mon premier PC gamer que j'ai acheté pour moi, où je me suis dit, ok, j'ai vu Crysis, j'ai eu pas de thunes, donc pendant 3 ans, j'ai mis de la thune de côté, je m'achète un vrai PC, bah, c'était celui-là. Crysis 1, c'était de. Premier Crysis, 2007. C'était 2007. 2007, Ouais. 2007, le premier après. Crysis. Le Oh, 2 est sorti en 2011, donc quelques temps après que j'ai fait mon PC, Oh, putain. j'ai lancé Crysis 2. Et j'étais Crysis, très, très c'était. content. C'est crazy. Voilà. Et puis, à l'époque, je me rappelle que j'ai acheté ce PC, c'était pour jouer à Mafia 2. Mafia 2 qui avait la technologie Physics à l'époque, avec les murs qui s'effritent et tout. Enfin, c'est la folie. C'est vrai que Et Physics, c'est à ma l'époque, vie à- Physics qui était racheté par Nvidia hein, maintenant, Ouais, donc c'est ce clair. n'est plus un problème. Mais attends, ma vie a changé à ce moment-là. C'est-à-dire que quand j'ai acheté ce PC, à partir de ce moment-là, je suis devenu un joueur PC pour de vrai et ça a été ma priorité en termes de plateforme de jeu. Pour les plus jeunes qui nous regardent, Physics, c'était il y a très longtemps, c'était une carte qui était, c'était du matériel hardware hein, qui était à part de votre carte graphique que vous pouviez ajouter sur votre PC et qui vous permettait de calculer séparément les effets physiques qui étaient dans les jeux. Donc ça veut dire par exemple les tissus qui vont déchirent. réagir au vent ou qui se déchirent, Les quand tu voyais des liquides. billets qui volaient, les liquides qui coulent, etc. C'était assez impressionnant à l'époque, c'était Ah bah, le futur. Non mais c'était assez impressionnant. Mec, Borderlands 2 avec Physics encore aujourd'hui, c'est un truc de malade. Vous pouvez chercher genre Borderlands Physics, vous allez voir, ce sera comme pardon de vidéo Nvidia, mais bon. Et vous allez voir que c'est un truc de fou à quel point avec et sans, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'était un truc de malade. Oh, les fêtes de tout. Tu te rappelles ce jeu, quand je parle un peu de physique et tout, tu te rappelles ce jeu Red Faction? Mais bien sûr, En fait, ce jeu, c'était un des premiers jeux où tu pouvais absolument tout cassé. tout casser. Tu pouvais, ça avait un nom d'ailleurs, de pouvoir vraiment casser toute la physique du jeu, tous les murs, pour remodeler toute la map. Mais je te parle de ça, c'était en 2000. Oh, ça date, hein. 2000 des brouettes et c'était déjà incredible. Mais Mafia 2, ouais, c'est vrai. Il y avait du ragdoll dans Mafia 2? Ah bah bien sûr que oui. Voilà, c'est ça que je veux savoir. Parce que monsieur Ragdoll. Monsieur Ragdoll ou très rien, Ragdoll. Ragdoll ou rien. Ouais, il y avait Ragdoll, il y avait Physics avec les morceaux de mur qui s'effritent, avec tous les trucs qui restent C'est au fou. sol, le bois qui se. Enfin, Et que c'était c'était un fou. truc de fou. Franchement, ouais. Ça demandait beaucoup de ressources à l'époque, mais c'était un truc de fou.
Je l'aurais dit, puisque juste après, on aura Stéphane Quentin qui travaille chez Nvidia et qui pourra aussi répondre à vos questions. Parce que nous, on a plein de questions pour lui. On va parler de plein de sujets. On aura sur le plateau une 3050 aussi. C'est parti comme des petits pains. Je ne sais même pas s'il y a encore Je demanderai le prix du stock pour le coup. On pourra parler de stock aussi un peu avec lui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Chrono vous regarde. Voilà. Et on vous scrute. On pourra lui poser toutes les questions. Si des fois il ne peut pas répondre, il sortira sa carte Joker, il le dira. Tu veux pas. Mais on essaiera de répondre au maximum de vos questions. Cette émission sert aussi à ça. D'ailleurs, je vois plein de sujets qu'on doit aborder. En vrai, on va les aborder avec lui parce qu'il aura beaucoup de réponses à nos questions. Je vous propose qu'on aille un petit peu direct sur du gameplay, puisque je vois que tu es en train de jouer depuis tout à l'heure à Back 4 Blood. Prends la manette. Je t'avoue que je n'ai jamais joué à Back 4 Blood ici. Au pire, prends la manette, comme ça tu le gênes pendant qu'il joue. En plus, il joue hyper bien, la manette. C'est vrai. T'as beaucoup joué à Back 4 Blood, Chrono? J'ai beaucoup joué, mais j'ai pas beaucoup avancé. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que je joue en mode cauchemar et que le jeu est particulièrement difficile en mode cauchemar. En tout cas, c'était le cas. Tu joues tout seul? Je joue avec quelques potes, mais il y en a un qui est très bon et puis les autres qui sont On peut parler qui les noms? Très bien. Non, on va faire un battle royale entre vous, les gars. Non, mais je plaisante un peu. Mais en fait, non, en vrai, c'est vraiment en mode cauchemar, c'était vraiment très difficile. Et comme moi, je suis pas du genre à aller regarder un petit peu des tutos, des astuces. Je préfère vraiment me débrouiller parce que tu veux découvrir. La difficulté, le fait de perdre, c'est quelque chose qui me fait grandir. Et en fait, j'adore perdre. Parce que j'estime qu'on en ressort grandi à chaque fois. Émission BDSM aujourd'hui. Et donc du coup, j'ai pas mal joué à Back 4 Blood, mais je suis pas allé bien loin parce que je me bute à jouer que en mode cauchemar. Et comme j'ai pas encore débloqué des trucs qui me permettent d'avancer, comme certaines cartes, etc. Mais bon. Alors, tu vas pouvoir un petit peu nous parler de ton ressenti sur le jeu et juste. On n'est pas non plus obligé de s'égosiller non-stop. Aussi, vous laissez le plaisir de voir le jeu dans les meilleures conditions, avec un PC puissant, avec une carte graphique récente, avec tous les effets activés. Là, tu es au maximum, on est d'accord. Tu pourras nous montrer un petit peu les réglages. On pourra aller parler aussi des différents réglages qui sont disponibles dans le jeu. Je sais pas, je sais même pas. Alors, pour le coup, là, c'est pas mon PC. Ouais, je sais. Alors, attendez, juste, on va aller jeter un œil, évidemment, à tous les réglages. On va te regarder jouer et tout. Juste avant, je précise deux choses. Vous pouvez d'ailleurs continuer à poser vos questions, évidemment, sur le chat. On va aussi poser les questions à Chrono sur ça, sur son ressenti sur le jeu. On a deux manières de vous montrer le jeu. On a évidemment la capture qu'on va pouvoir vous afficher. Mais gardez bien à l'esprit qu'on est dans un studio et que cette capture ne rend pas 100% hommage à ce que Chrono, lui, a sous les yeux. On peut essayer de vous le montrer comme ça. On a essayé de mettre une caméra aussi qui est derrière l'épaule de Chrono pour voir à travers les yeux de la caméra directement ce que ça donne sur l'écran de Chrono et non pas via une capture. Voilà, on essaie de faire de notre mieux pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point c'est fluide, à quel point c'est beau. Mais sachez que quand vous êtes sur une capture, quand vous regardez un jeu sur Twitch, ça ne rend jamais aussi bien que quand vous le voyez de vos yeux sur un écran, parfois en 4K, parfois en HDR, parfois en 144 Hz ou autre. Voilà. Gardez bien à l'esprit que vous êtes sur une capture, donc que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, ça ne rendra jamais totalement honneur à ce que vous pouvez vraiment voir. C'est beau. Ce disclaimer étant fait, on ne me l'a pas demandé, mais je préfère le faire parce que je sais que vous allez faire moins, alors qu'en vrai, je pense que Chrono est actuellement en train de se régaler. Vas-y, un peu de gameplay, tu nous parles du jeu un peu, Chrono? Alors les gars, Back 4 Blood, c'est un jeu fait par Turtle Rock, je crois qu'il s'appelle encore comme ça. Donc en fait, ce sont les créateurs de Left 4 Dead et de Evolve, qui n'avait pas fonctionné du coup comme jeu. Paix à son âme. Et exactement, paix à son âme. Et en fait, Back 4 Blood, c'est un peu l'héritier spirituel de Left 4 Dead 2, littéralement. C'est-à-dire qu'ils ont repris le même concept avec une équipe de 4 survivants, des invasions zombies et un but d'aller d'un point A à un point B, donc d'une safe zone à une safe zone, en enchaînant les diverses safe zones jusqu'à la zone finale, en fait, simplement. La petite différence avec Left 4 Dead, donc là je joue volontairement en solo et je joue volontairement en mode recrue, donc pas de mode cauchemar, vous n'allez pas me voir perdre à répétition. En plus, c'est pas mon matos, donc je suis pas habitué aux commandes, n'est-ce pas? Mais t'es bon sur tout, t'es bon sur tout. On essaye. Et en fait, du coup, j'en étais où? Le concept donc d'aller d'un point A à un point B avec une équipe de 4 survivants. Et là, la différence avec Left 4 Dead, la différence principale, c'est que t'as un système de cartes qui te donne des avantages en jeu. Par exemple, au lieu de l'arme de corps à corps, par exemple, j'ai un couteau. Un truc qui fait que si je ressuscite par exemple un allié, ça va donner de la vie à tout le monde. Enfin, des petites cartes comme ça, comme un système de deck en fait. Toi qui connais bien les cartes. Hop, regarde, fais un petit décalage de l'épaule. Vas-y, déplace-toi un peu. Voilà. On te demande, Chrono, si tu peux possiblement afficher les FPS en game, si c'est possible. Je sais pas, on va essayer avec Alt R.
Ils sont bons. C'est pas idiot. Alors attends, Alt Z. Ah non, c'est vrai, je suis pas. C'est vrai qu'on aurait pu le setup. Non, mais je sais pas. Comme Non, c'est mais- pas mon PC celui-là, je sais pas exactement. C'est Alt Z pour afficher le truc Nvidia, mais il est pas actif. Là, je sais pas combien d'FPS je suis. Peut-être que dans le jeu, il y a. Après, si le jeu tourne sur Steam, tu peux aussi l'afficher via Steam. Mais bon, ça nous fait rentrer dans les, Ouais, dans les réglages du truc. J'ai pas non plus envie Bon, de faire c'est de la pas grave. De toute capture. façon, ouais, bah, tout à l'heure, entre deux parties, je le ferai pendant qu'on discutera d'un truc si vous voulez. De toute façon, on connaît ton honnêteté. Tu sauras nous dire si ça a été oui, oui, stable, non, si tu as eu des pertes ou quoi. Bah, je sais pas si on peut, si vous le voyez solide, vous, hein. mais ouais, Je pense que sur je veux dire, il y a. un PC de ce niveau et sur un jeu qui est. C'est pas non plus le jeu le plus gourmand de la Terre, Back 4 Blood. J'aurais du mal à croire qu'on Y a pas de perte, n'arrive pas à avoir quelque chose de bien fluide. Oui, non, c'est 100% fluide. Il y a pas de souci là-dessus. Ah oui, mais attends, c'est pas tout à fait la même taille que les mobs de Ah, c'est autre chose. Left 4 Dead. En fait, là, si tu veux, je me bats contre un boss que tu rencontres assez tôt dans le jeu. Et tu vois, en plus de ça, t'as des monstres spéciaux D'accord. qui viennent t'embêter pendant que tu combats le boss. Mais là, en mode recrue, ça devrait bien se passer malgré le fait que je suis En avec, cauchemar, ça doit être en mode En recrue, cauchemar, ah oui, en cauchemar, il faut s'organiser. Ouais, un cauchemar, ça doit être l'enfer. Mais ça passe. Tu peux poser genre des pièges Alors, pour l'attirer tu peux dans les... activer, oui, alors tu peux lancer tout ce qui est pipe bomb et ce genre de choses, mais tu peux aussi, voilà, il y en a un autre qui arrive là. Tu peux aussi activer des pièges. Ici, il y en a pas. Ici, il y a des pièges surtout pour moi en fait, contre moi. C'est-à-dire que là, il y a des oiseaux derrière, et si jamais je dérange les oiseaux, Ils vont crier, ça ils va vont alerter attirer des une mobs. horde sur moi, exactement. C'est un peu le principe de... Il y avait la Witch à l'époque sur... Ouais. Elle qui te poursuivait, que te pourchassait jusqu'à ce que mon sang suive. Donc là, en fait, normalement, si tout va bien. S'enfuit. Alors non, je suis censé avancer en fait en vrai. Moi, je le combat ici parce que je suis habitué à jouer en mode cauchemar. Je suis censé avancer dans le tunnel et en fait le fuir. Et en fait, il te laisse, au bout d'un moment, il te laisse tranquille quand tu rentres dans le tunnel. Mais je sais que D'accord. si tu descends sa vie à demi, à la moitié, il rentre sous terre et il te laisse, enfin, il se barre et il te laisse tranquille pendant un petit moment. Je vais essayer de faire, quitte à user toutes mes munitions, Il revient. parce que de toute façon, les alliés, T'es les très bots- limité en munitions sur... en temps normal, plutôt, les bots ils sont plutôt généreux parce qu'ils te donnent dès que tu as. Voilà, toi là ils ont lâché des munitions par terre. Dès que tu commences à baisser en munitions, les bots ils te lâchent leurs munitions parce que eux, je pense qu'ils ont les munitions limitées parce que ce sont des bots, n'est-ce pas? Voilà, donc là sa vie est à moitié, tu vois, donc il va se barrer. Il va me laisser tranquille pendant un petit moment, on va essayer de lui user le maximum de vie quand même parce qu'il va revenir, hein, c'est pas. Tu vois, Ok, là il s'est cassé. il donc s'est cassé, donc là il me laisse avancer un petit peu dans le tunnel. Je te propose dis-moi. d'avancer un peu vers les flammes. Là, on va peut-être pouvoir profiter justement flammes de du l'enfer. ray tracing. Quels Il y a sont pas de les... ray tracing Il n'y a dans pas ce de ray jeu. tracing. Non, il y a Ok, pas de ray tracing donc dans là, ce c'est Là c'est du DLSS. DLSS là. Il y a du DLSS dans ce jeu, c'est-à-dire qui que est à du du coup, DLSS et c'est juste du... c'est quoi? Screen Space Reflection voilà, c'est du SSR qui est plutôt bien fait, c'est pour ça que du coup tu vois des... Mais non, il n'y a pas de ray tracing dans Back 4 Blood. J'ai pas envie de dire de bêtises, je vais vérifier, mais je suis quasiment à 100% certain qu'il n'y a pas de ray tracing. Je t'invite à vérifier, j'ai pas envie qu'on dise de bêtises. Non. Donc là, en gros, on profite du Certain, DLSS qui quasiment nous certain. permet d'avoir un petit peu plus, d'ailleurs beaucoup plus, d'images par seconde. On reviendra en détail hein, sur ce qu'est le DLSS et tout. Là, on peut aller jeter un œil un petit peu au réglage graphique du jeu, du coup. Ça Alors, tourne sur des X12. voilà, donc on est en Full en HD parce que 1080. j'imagine que c'est la taille de mon écran actuellement. En natif, ouais. Avec du DLSS qu'on a activé pour pouvoir avoir un rendu, comme vous le savez, une image qui est calculée dans une définition moindre. En mode qualité, j'imagine que c'est calculé en 720p, donc du coup, moins de ressources demandées. Ouais. Puis agrandi et comblé grâce à l'intelligence artificielle pour rendre une image nette. Ouais, donc là, sur un PC de ce calibre, avec du DLSS en 1080, c'est impossible que t'aies pas un Non, mais jeu c'est- archi fluide. Quoi. C'est Impossible de chez impossible. Comme tu dis, surtout un jeu qui est pas extraordinairement gourmand. Hmm. Non, ouais, bien. c'est un jeu qui tourne bien. Il est bien optimisé, il déjà. tourne bien. Avec du DLSS, même tu- si tu lances avec Question piège, Chrono, tu Ouais. sais sur quel moteur ça tourne? Unreal Engine 4, je dirais. D'accord. Quasiment certain. Quasiment à 100% certain que c'est le Unreal Engine. Quasiment Franchement, 100%, c'est moi qui ai fait le jeu. Presque quasiment sûrement. Non, franchement, je vous assure, je dirais 98,7% certain. T'as déjà joué à Back 4 Blood, Genius? Ouais. Pas du tout, oui. Ouais, et puis je dis il jouait à la manette tout à l'heure, moi j'ai joué à Left 4 Dead, j'ai joué à Evolve, donc tous leurs jeux je suis assez fan et j'ai joué à Back 4 Blood et pareil je trouve que c'est un jeu excellent, que ce soit en coop ou au solo et je te dis à la manette ça se prête parfaitement bien. Je l'ai pas encore essayé celui-ci. Il est, j'avoue, il est j'ai pas vrai- pris il est le temps. vraiment, moi j'adorais Left 4 Dead, j'étais vraiment fan de ce jeu et franchement Back 4 Blood ils ont fait un petit on va dire pot pourri de tout et franchement le jeu il est vraiment monstrueux. Et on demandait, bon, je sais pas peut-être qui joue, non on demandait la config, les gens veulent comparer par rapport à ce qu'ils ont. Ah, la config du PC sur lequel il joue? Ouais, Ouais, bah on peut revenir dessus. En fait, Si. actuellement, il est en train de jouer sur le Hornet. Donc c'est le PC dont je vous parlais tout à l'heure. Ah C'est une oui. config
à 2500 €, 2499,90 qui est en stock chez matériel.net. Vous avez 8% si sur le chat vous mettez le stream. Et dessus, alors si tu veux la config complète, écoute, je peux aller me pencher dessus. Pour comparer ce que les gens. C'est un Intel Core i5 12600K. Vous avez la fréquence du CPU, c'est du 3.7 GHz. Je vais peut-être pas aller sur les systèmes de refroidissement ou quoi, parce qu'on va peut-être pas rentrer à ce point-là dans le détail. On a 16 Go de RAM, de la DDR4. C'est de la RAM G-Skill, voilà. Vous pouvez en mettre plus, hein, évidemment, si vous avez envie. Vous pouvez mettre jusqu'à 32 Go par slot, vous pouvez monter à 128 Go. 1 Tera de SSD, c'est du NVMe, 4e génération, voilà, c'est Aorus qui fournit ça. Et puis la carte graphique, eh bien, c'est du Nvidia série 3070 exactement. Ok. Donc on est pas mal sur tout ça. Après le reste, ça va être plutôt la carte mère, le nombre d'entrées, de sorties USB. Bon voilà, on va pas forcément rentrer dans ces détails-là. Il y a plein de configs qui sont disponibles sur matériel.net. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur ça. Vous pouvez évidemment régler le truc. En gros, vous regardez PC Gamer. Dedans, vous pouvez mettre que vous voulez la marque matériel.net et du coup, vous avez que des préconfigurations, voilà, qui ont été faites par la marque et qui vous permettent de choper un PC. Peu importe votre budget. Voilà. Pensez d'ailleurs à renseigner votre budget en premier, puisque quand vous rentrez dans un magasin et que vous dites à un vendeur, parce qu'il y a aussi des magasins matériel.net, si tu rentres dans le magasin et que tu dis ok, je veux pouvoir faire ça, la première chose qu'est censé te demander le vendeur, c'est quel est votre budget. Bah oui. Parce que tout va découler de ça, surtout en ce moment, on le sait, avec les difficultés d'approvisionnement qu'il peut y avoir, les prix ont monté. Voilà. Complètement. Donc il y a un monde aussi où ça va être intéressant de prendre un PC complet pour être sûr de pouvoir avoir ici ta carte graphique. Bon, je me décale pour le tableau. Mais il y a le patron qui va arriver, Stéphane qui va pouvoir venir sur ce plateau. Il est là. D'ailleurs, Bienvenue à toi, Stéphane Quentin. Il est là. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Très longtemps, trop longtemps. Il est bon. Ben oui, parce que avec évidemment la situation sanitaire, j'imagine que chez Nvidia, ça travaille pas mal en télétravail. Bah, ça fait 2 ans de télétravail. Ah ouais. Dans donc, les 25 000 collaborateurs de Nvidia à travers le monde, on travaille directement de chez soi. Donc on a mis en place tout un système justement de télétravail. Donc effectivement, il y a toujours des gens très importants qui peuvent aller avec autorisation dans les locaux de Nvidia, aux États-Unis, en Asie, dans tous les pays dans lesquels on est. Mais effectivement, en France, ça fait 2 ans de télétravail. Donc ça me fait plaisir d'être là avec vous ce soir en vrai. Dans le studio. Il est aux couleurs de la carte. Si je peux me permettre, quel est ce bijou? Ça c'est la dernière, Ouais. 3050 qu'on a donc. C'est sorti quand la 3050? Donc elle est sortie hier. Ah ouais, donc c'est hier. ça. Ouais, hier à 15h. Malheureusement, Plus de stock. le stock a été fondu en quelques secondes, je pourrais dire. Et c'est Du coup, vraiment la question qu'on peut être amené à se poser, c'est est-ce qu'il y en avait beaucoup sur le marché ou est-ce que il y en avait 3? Vous avez été plus rapide, bravo. Non, il n'y en avait pas 3, il y en avait plusieurs centaines, on va dire. Pour un lancement de cette gamme de produits, il y en avait comme d'habitude, on va dire, par rapport au passé. Il faut bien comprendre qu'il y a un aspect que parfois les gens ne comprennent pas, c'est que pour mettre au point un GPU, il faut 3, 4, 5 ans en avance commencer à travailler et la production commence 2 ans en avance. Et donc on prévoit des stocks en fonction d'évaluation de demande plusieurs années en avance. Et donc on arrive à un moment, donc justement le produit sort. Aujourd'hui, la demande n'est pas du tout la même que celle qu'on avait prévue il y a maintenant 2 ans. Et du coup, on se retrouve dans des situations effectivement avec une demande qui est aujourd'hui titanesque, comme vous le savez tous, et tous les gens qui nous regardent le savent. Tu as vraiment l'impression que, effectivement, que la demande a vraiment changé et que c'est quoi? Il y a plus de joueurs PC ou les joueurs PC veulent mieux s'équiper? Alors, il y a plein de facteurs. C'est-à-dire qu'il y a eu l'ensemble de tous les pires facteurs. Enfin, tout en même temps. Tout en même temps. En fait, il y a eu effectivement les joueurs PC. Il y en a eu de plus en plus parce qu'il y a eu de très bons jeux PC. Le PC commence à grossir depuis des années maintenant. Le RTX, on en a parlé, mais c'est aussi super important parce qu'on parle du côté j'utilise un jeu, mais pour créer des jeux, il faut aussi qu'il y ait des PC, que les créateurs achètent des PC avec du RTX. Donc, c'est super important pour que les studios s'équipent. Donc, il y a eu beaucoup d'équipements à un moment. La situation Covid a fait que les gens se sont retrouvés en télétravail. Donc, ont racheté des notebooks, se sont rééquipés. Derrière, malheureusement,
Il y a les crypto-monnaies, on ne va pas se le cacher, les crypto-monnaies, les algorithmes de crypto-monnaies. Ça impacte vraiment. Ça impacte vraiment. D'accord. Même Nvidia est incapable de faire la différence entre quelqu'un qui va acheter une GeForce pour faire de la crypto et quelqu'un qui va faire une GeForce pour jouer. Donc le problème, c'est que les algorithmes de crypto-monnaie sont les mêmes que ceux qui sont utilisés dans le jeu vidéo. Donc maintenant, depuis 2 ans, depuis 1 an et demi, on a mis au point donc le LHR. On peut même pas en fait se dire que vous pourriez faire du coup des cartes faites uniquement pour miner. Si, mais c'est les mêmes techniques. C'est ce qu'on a fait. Non, du coup, on a d'autres chaînes de production, donc les cartes LHR. Et dans ces cartes-là, maintenant, il y a ce qu'on appelle le LHR. Toutes les nouvelles cartes Nvidia, depuis maintenant 1 an, ont le low hash rate, c'est-à-dire qu'elles sont mauvaises sur les cryptos comme l'Ethereum. Et parallèlement, on a lancé une gamme qui s'appelle les CMP, qui sont une gamme entièrement dédiée aux crypto-mineurs. Donc en fait, les crypto-mineurs n'ont pas vraiment d'intérêt de prendre ces cartes graphiques. Au moins d'intérêt de faire ça. Après, il y a eu le phénomène de scalping, on ne va pas se le cacher. Le scalping, les gens qui achètent pour revendre plus cher parce qu'il y a une forte demande. Voilà, donc les gens se sont équipés chez eux, les joueurs, parce qu'ils avaient envie de jouer aussi à la maison, parce que quand on est confiné, qu'est-ce qu'on fait ? On joue. On a un peu plus de temps libre. Voilà, en partie. Donc voilà, donc il y a eu tous ces phénomènes qui se sont accumulés. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas oublier que Nvidia ne produit pas ces GPU, on utilise dans les séries 30 Samsung comme fondeur. Et donc les capacités aujourd'hui de fondeur de Samsung pour les GPU sont à 100%. Tout ce qui est fabriqué est vendu instantanément. C'est une bonne nouvelle. On ne va pas se plaindre que non, en tant les affaires marchent en ce moment. Sauf qu'on se retrouve dans une situation où quand Nvidia annonce une carte à 280 €, on peut la retrouver à 550 €. Ouais. Et ça, il n'y a pas un centime qui tombe dans la poche d'Nvidia, c'est les scalpers qui se régalent. Alors voilà, il y a Nvidia vend toujours, on a les gammes Founder Edition qui sont réputées parce qu'on garde ce qu'on appelle le MSRP. Je rappelle qu'en France, on n'a pas le droit d'obliger des partenaires à vendre des cartes à un prix donné. Donc nous, on donne juste un prix indicatif. Mais Nvidia a sa propre production de cartes, les Founder Edition, qui sont mises sur le marché via aujourd'hui LDLC en France, qui elles sortent donc au MSRP. Celle-là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de Founder Edition sur la 3050. Mais si on prend les 3060, à partir de la 3060... Tu peux expliquer aux gens ce que c'est la Founder Edition ? C'est quoi la différence ? Alors la différence, c'est que la Founder Edition, c'est une carte qui est fabriquée par Nvidia et mise sur le marché par Nvidia. Pourquoi on l'a fait ? Parce qu'avec le temps, on avait ce qu'on avait les cartes de test, à la fois pour la presse et pour nos partenaires qui fabriquent des PC complets. Et donc on a commencé à se rendre compte qu'on avait eu une demande pour ces cartes Nvidia, parce que les gens étaient fans de la marque. Donc on a commencé à dire, tiens, pourquoi on n'en mettrait pas un petit peu en main pour les fans vraiment qui achetaient les cartes Nvidia. Et avec le temps, la Founder Edition, on a continué et c'est devenu donc la carte de référence sur le marché. Sauf qu'elle ne correspond pas à 100% du marché, puisqu'il ne faut pas oublier que Nvidia n'est pas dans tous les pays du monde, n'est pas implanté comme en France. Il y a des pays où on ne peut pas acheter de Founder Edition. D'accord. Et donc on a une vingtaine de partenaires, que ça aille de Gigabyte, Asus, MSI, Ezotac, EVGA, donc tous ces partenaires qui fabriquent des cartes et qui distribuent donc partout dans le monde avec différents canaux de distribution. Et du coup, on ne peut pas imposer à un partenaire de lui dire, voilà, le prix conseillé, c'est 280 €, tu dois la vendre 280 € ta carte. On ne peut pas le forcer à faire ça, ni la distribution. Donc derrière, c'est le jeu de la demande et de l'offre. Et aujourd'hui, oui, malheureusement, il y a des gens... Quand plus personne n'en voudra, ça coûtera moins cher. Voilà. Elle est à combien celle-là ? Alors officiellement, celle-ci, elle aurait dû commencer à 280 € et on l'a retrouvée malheureusement hier, la même, à plus de 500 €. Ah, c'est celle-là qu'on a retrouvée la 3050, voilà, mais et elle est partie quand même, et on le retrouve. Maintenant, on essaie de faire en sorte de changer ça. Tu peux nous parler un petit peu de cette 3050, parce que probablement qu'elle reviendra quand même bientôt sur le marché. On espère qu'au deuxième semestre, on arrivera à que le marché soit un peu moins demandeur et que la production s'améliore de plus en plus pour que les prix arrivent enfin à descendre. Donc la 3050, c'est la petite dernière de la génération Ampère. Je rappelle que donc, chez Nvidia, on a une génération à peu près tous les 2 ans. Donc, en 2018, on avait lancé Turing. En 2020, on a lancé Ampère. Et donc là, c'est la petite dernière. En 2022 on en parlera. C'est bon, je sais. Non, on va pas parler. C'était genre de poker. Montre pas tes cartes. Donc non, mais historiquement, moi, ça fait 20 ans que je travaille pour Nvidia. Il ne faut pas se le cacher. 20 ans. C'est à peu près tous les 2 ans. Voilà. Donc et avant, j'étais journaliste. Désolé, j'aime bien poser des questions chiantes. Tu peux me dire que tu répondras pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté peut-être pas évident en termes d'image pour Nvidia, de dire on a déjà du mal à vous fournir avec les cartes qu'on a là, que vous voulez déjà.
serait peut-être un peu bizarre de sortir Je comprends. déjà une Je comprends parfaitement nouvelle quand- gamme de cartes. Je comprends quand on se cette année. positionne. Je comprends parfaitement quand on se positionne en termes de joueurs purs. J'achète ma machine pour jouer. Mais Nvidia, c'est l'industrie de la 3D. Nvidia travaille dans tous les domaines de la 3D et de l'intelligence artificielle. Donc quand on lance la technologie RTX ou on lance les séries 30, il y a les GeForce pour les joueurs, mais il y a les Quadro pour les professionnels. Il y a tous les data centers. Donc toutes ces architectures-là, elles se répandent à travers l'industrie pour justement faire avancer la 3D plus rapidement avec le ray tracing, avec l'intelligence artificielle. Et donc, il n'y a pas que les joueurs, entre Le guillemets. jeu vidéo, c'est le phare, c'est ce qui Bah, fait le jeu briller Le Nvidia jeu au vidéo, grand c'est public, quoi. ce qui est génial parce que c'est automatiquement les joueurs, ils veulent plus de performance, ils veulent profiter des effets les plus sympas, ils sont là. Alors que derrière, il y a tous les créatifs, tous les créateurs. Là, on va pas parler de métavers, mais bien sûr qu'il y a, il y a tout ce qui est réalité virtuelle qui est super important, toute l'industrie qui exploite la réalité virtuelle. Donc là, on va vers le métavers. Il faut beaucoup de 3D. Donc Nvidia, on est des concepteurs d'architecture 3D et on fait avancer la technologie 3D. Quand on lance RTX, c'est pas on va se dire ah bah tiens, ce serait sympa que les joueurs qui profitent des effets ray tracing. Non, le RTX c'est pour le cinéma. Aujourd'hui, les fermes de rendu du cinéma utilisent énormément de GPU Nvidia pour faire du ray tracing, pour rendre les films plus vite, moins chers, pour qu'on ait des belles démos comme des beaux trucs comme The Mandalorian. Ouais, ils l'utilisent Voilà. même pendant la production, Voilà. on a les décors directement derrière Et eux. je vous rappelle tout ça, c'est fait en qu'aujourd'hui, 3D. maintenant, il y a la fusion entre les moteurs de jeu et le cinéma. Ouais. Et tout ça, c'est parce qu'il y a des accélérateurs temps réel de ray Permettent de faire tracing ça. qui permettent ça. Donc tout ça, c'est Nvidia. Et donc pour faire une carte, c'est 5 ans pour faire une architecture. Et donc chez Nvidia, tu as des équipes qui travaillent comme ça. Une qui travaille sur l'architecture qui En sortira quinconce, comme ça, ils quinconce. travaillent sur celle Voilà, d'après. celle d'après. Et c'est des mathématiciens. À la base, c'est des mathématiques. Comment on va faire pour le ray tracing, pour l'avancer? Comment on va faire pour l'IA? Et après, on met ça dans les composants. Alors, celui-là, il va être cher. Bah oui, mais on va mettre la carte à tel prix. Celui-là, il va être moins cher. Donc, on va réduire la gamme. Donc, voilà. Donc, c'est pas juste dire un produit de gaming. Donc, évidemment, il y avait un plan. Il y a toujours un plan à 10 ans. Maintenant, il y a eu l'effet pandémie. Il y a eu l'effet, ce qu'on a connu ces 2 dernières années, qui a fait que, et oui, la demande pour les GPU est devenue titanesque pour plein de raisons. On essaye d'y répondre, mais ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps et on va y répondre petit à petit. La carte graphique qu'on 3050. voit devant nous, c'est Ouais. une 3050, donc c'est une entrée de gamme chez Nvidia qui permet quand même de jouer Voilà. à tous les jeux récents 1080p. à moindre prix. Voilà. Je vois quand même qu'elle fait une certaine taille. Oui. Et je suis surpris du coup de me dire, ok, c'est une entrée de gamme, elle est quand même relativement grosse, alors qu'aujourd'hui on arrive à mettre des cartes très puissantes Ouais. dans des notebooks. Tout à fait. Donc en fait, là, il faut bien distinguer, Des notebooks. distinguer Et PC ce qu'on- portables. ce qu'on voit sur cette gamme. Bon, spécifiquement, c'est une gigabyte. Je ne vais pas rentrer dans les détails des cartes de partenaires. Mais le PCB, donc la carte, elle est grande comme ça finalement. Et tout le D'accord. système de ventilation qu'ils ont mis au-dessus, c'est pour justement laisser le GPU monter en fréquence, parce qu'il faut savoir que plus un GPU Monte en et- fréquence, plus ça chauffe. plus ça chauffe et plus mieux il est ventilé, plus il arrive à monter et plus à libérer de Pendant ce puissance. temps-là, Chrono a évidemment terminé sa map sur Back 4 Blood. Ah oui. Facile. J'ai mis pause parce que ça m'intéresse. Donc, ce qu'on appelle GPU boost, donc c'est pour ça que des fois on voit des systèmes de ventilation titanesques. Nous, on donne des fréquences de référence, mais plus le système de ventilation est gros, on va dire que plus le GPU est Ça froid, fait mal. donc plus il peut monter en fréquence, donc plus il peut libérer. Finalement, on arrive quand même à Donc, les on arrive refroidir à dans avoir- un PC portable. Voilà, donc cette carte-là, on la trouve, le GPU qui est dedans, on peut très bien le retrouver dans un PC portable. Et on a des architectures qui sont particulières pour les PC portables, Alors, pour que ça tienne dedans. voilà, là c'est la meilleure question qui est importante, c'est que là j'ai d'un côté le petit bébé, la 3050 pour les desktops, et là j'ai la 3080 Ti, le NEC plus ultra en termes de PC portable, la 3080 Ti. D'accord. C'est une des machines qui a été présentée donc au CES là au début janvier. C'est chez Razer. Celui-ci c'est le Razer. Il est beau. Donc voilà, donc il a les nouveaux 12e gen Core de chez Intel, plus la 3080 Ti. Et ce que tu viens de dire est vraiment très intéressant, puisque en fait, le problème qu'on a là, c'est qu'ici, on a une carte qui va consommer 130 watts, et là, pareil, on va avoir à peu près 130 watts dans cette machine-là, à proposer dans le CPU, dans le GPU, dans la dalle, partout. Donc comment on fait pour qu'on ait les meilleures performances avec ce budget de puissance qui est dans un notebook? Et c'est ce qu'on a appelé MaxQ. MaxQ, pour rappel, ce que... Il explique bien. Hein. Non, mais... Non, mais il est excellent. C'est pas, les gens me disent, mais ça fond dans l'oreille. mais 3080, voilà, mais non, c'est pas une vraie 3080 desktop. Une 3080 Ti de desktop, elle consomme plus de 400 watts. D'accord. On n'est pas magicien chez Nvidia. Une 3080 Ti de portable, elle va consommer jusqu'à 100, 120, 130 watts au maximum. Donc elle n'aura pas les mêmes performances que la 3080 Et Ti. du coup, est-ce qu'il n'y a pas un effet trompeur Alors- de vendre aux gens une 3080 Ti
Ti qui n'en est pas vraiment une. Alors, c'en est une dans la gamme des notebooks. C'est-à-dire 3080 Ti, ça veut dire que c'est le NEC plus ultra de ce qu'on peut avoir en termes de puissance graphique. Sur un notebook, ça ne sera jamais l'équivalent d'une 3080, sinon il faudrait que le notebook soit et 10 cm d'épaisseur. C'est ce qu'on avait auparavant. Hein. Il validerait ça. Donc, ce qui est génial, c'est que Max-Q, ça fait maintenant plus de 6 ou 7 ans qu'on a travaillé sur Max-Q. Donc Max-Q, pour rappel, c'est le point de compression maximal que peut avoir une fusée au décollage. D'accord. Ça veut dire que comment on a fait pour compresser les GPU NVIDIA dans un notebook au maximum. C'est Max-Q, c'est ça. Voilà, c'est moins de 2 cm et 130 watts. Comment libérer l'énergie? Mais la beauté du truc cette année, c'est que on a mis. Ce PC-là, il n'est pas encore disponible aujourd'hui. Alors celui-là, il va être disponible en février. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit en Europe, c'est ça? Il est magnifique. Exactement, c'est la première fois qu'on le voit en France. Il vient d'arriver, donc effectivement, c'est une machine. Je ne vais pas donner le prix parce qu'elle est hors de prix, parce qu'elle est équipée d'une dalle 240 Hz, 4K. Enfin voilà, c'est vraiment une machine. Je ne vais pas donner le prix, ça m'intéresse. Il est long ou pas? C'est un truc tout con, on sait pas. Donc c'est vraiment on va dire, c'est ce qu'on appelle le flagship, c'est-à-dire la plus belle machine qui va être utilisée par des joueurs évidemment, mais aussi des créateurs, enfin des gens qui veulent faire de la 3D et tout ça. Mais je vais revenir sur Max-Q parce que l'idée c'est vraiment de trouver les technologies qui vont optimiser les performances par watt pour un jeu donné. C'est-à-dire, vous savez, il y a des fois des jeux, ils nécessitent plus un gros CPU, ou des fois ils nécessitent plus un gros GPU. Donc en fait, ce qu'on a essayé de faire avec Max-Q 4e génération, c'est qu'on a mis au point des technologies qui vont analyser en temps réel, via l'IA, les besoins. Qui vont adapter en fonction. Voilà, et qui vont adapter la puissance du CPU en fonction de ce qu'il peut donner en termes de watts pour avoir les meilleures performances et qui vont rediriger les watts supplémentaires pour le GPU. Et ils vont faire ça sur toutes les applications. Max-Q, ça existe depuis un 2016, certain temps parce que 2016. c'est la génération 4e génération. Et c'est la grande différence aujourd'hui. C'est tous les combien d'années qu'on change de génération de Max-Q? Tous les 2 ans. Aussi. Ouais, c'est lié à l'architecture. La question originale, c'était est-ce qu'on a la même architecture? Oui, c'est l'architecture Ampère. Oui, c'est la plus puissante des cartes graphiques portables de la génération Ampère, celle qui est dans ce 3080 Ti. C'est à peu près 30% plus puissant que la 3080 qu'on avait l'année dernière. D'accord. D'accord, en performance brute. Combien t'as dit? 30%, un tiers. Okay. Un tiers. Par contre, il y a beaucoup plus de technologies liées à la plateforme, entre donc le Whisper Mode, le Battery Boost, le Dynamic Boost, le GPU. On peut aussi gérer en fonction des applications quels corps de CUDA vont être utilisés dans le GPU, est-ce que le DLSS va être utilisé. Donc c'est beaucoup plus raffiné en termes d'utilisation de la puissance. En sachant que le but du jeu, c'est d'obtenir les meilleures performances pour chaque watt dépensé. On essaie d'être le plus optimisé possible. Voilà. On ne gâche rien. Quand on a une machine comme ça, c'est l'objectif. Un notebook, on nous dit souvent, mais pourquoi on ne peut pas jouer très longtemps sur un notebook? Évidemment, ça consomme 140 watts. Ouais. Je rappelle aussi un point que les gens ne savent pas, c'est qu'on est limité en termes de taille de batterie dans un notebook, légalement. Je ne sais pas si vous saviez. Légalement, on ne peut pas mettre plus de 99,99 watts par heure. Sinon, tu ne rentres pas dans les avions. Oui, j'allais dire, sinon c'est considéré comme ouais, j'allais dire ça. La Fédération de l'aviation américaine, c'est 100 watts par heure maximum. Donc beaucoup se disent, mais pourquoi j'ai une petite batterie dans mon notebook de gaming? Tu pourrais mettre un truc de ouf qui tient 118 heures. Sauf que tu ne pourrais pas l'amener dans un avion. Bon, après, voilà. Mais la réalité, elle est là. Donc beaucoup de constructeurs ne fabriquent pas de notebook avec des très grosses batteries pour cette raison-là. C'est intéressant, on sait pas. Et donc ça, c'est des limites légales qu'il faut connaître aussi à l'achat. Donc l'idée, voilà, c'est que la Max-Q 4e gène, donc on a à peu près 160 nouveaux notebooks qui ont été annoncés au CES avec tous nos partenaires. Donc là, j'ai un Razer, mais il y en a chez MSI, Gigabyte, Asus, Lenovo. Enfin, tous les grands fabricants de notebooks vont intégrer Max-Q 4e génération et on va pouvoir vraiment profiter au maximum. Vous avez annoncé autre chose récemment, parce que là, je vois qu'on a un écran sur le plateau. Alors, je ne sais pas si celui-ci est compatible, mais vous avez annoncé justement une gamme d'écrans où, en gros, on va pouvoir réduire le nombre de pixels affichés, peu importe la résolution native de l'écran, de manière à se dire, ok, plutôt que de faire un upscale pour être tout le temps, pour remplir, on va dire, tout le temps la dalle, en fait, on va juste des fois en afficher moins pour avoir plus de performance ou juste pour des joueurs
qui ont envie peut-être d'avoir un affichage moins étendu. Alors, on est tous joueurs, mais on est tous joueurs différents. Il y a les joueurs qui sont fans de jeux compétitifs, d'e-sport, donc ils ont l'habitude de jouer sur du 25 pouces, pour les meilleurs à 360 Hz, voilà, pour ceux qui peuvent se le permettre. Comme Moi, fan de jeux. fan de jeux, voilà, mais super rapide. Et puis, tu as des joueurs plus âgés comme moi qui préfèrent avoir une surface d'affichage beaucoup plus grande, avec des jeux un peu plus lents. Et donc, comment mélanger les deux dans un écran, c'est compliqué. Donc là, on a annoncé une nouvelle gamme d'écrans e-sport 1440p 360 pardon, qui peuvent monter donc à 360, et ils ont un mode dual, c'est-à-dire qu'on peut les mettre au format 25 pouces. C'est des écrans 27 pouces physiques. On peut jouer en 27 pouces. Donc, du coup, tu les mets en 25 alors que ce sont des voilà. pixels, donc tu vas avoir des bandes noires. Tu as des bandes noires, mais tu as toute la performance et la dalle qui est en 360. Qui est contenu dans les pixels affichés. Voilà, dans les pixels affichés. Et tu as donc la dalle, quand elle repasse en 27 pouces, elle a une fréquence inférieure. Et donc tu profites de plus de pixels. Donc, comme ça, tu arrives. Tu as le meilleur des mondes. Voilà, moi je trouve que c'est. À terme, à titre perso, moi j'ai un écran G9, voilà, parce que je suis fan de Fly Sim, donc j'adore ce genre de choses-là. G9, on rappelle, on l'avait montré sur le plateau, c'est un avion dans ton salon. Voilà. Ouais. Mais c'est parce que voilà, je suis vieux, j'adore Fly Sim, c'est la meilleure expérience. C'est ça qui est génial dans le PC, c'est qu'on fabrique son PC pour le type de jeu auquel on aime, qu'on cherche. C'est ça l'intérêt du PC, c'est vraiment de l'optimiser pour l'expérience qu'on souhaite. Et donc voilà, je me dis qu'aujourd'hui, si je me mettais un peu au jeu compétitif, je pourrais réduire sur un 25 pouces pour avoir juste le FOV qui va bien et la fréquence d'image qui va bien, ce serait parfait. C'est génial parce que c'est la version moderne, parce que il faut savoir que, comme tu dis, les joueurs e-sport, il y en a plein qui peuvent pas jouer en étiré. Il y en a qui jouent qu'en étiré, il y en a qui jouent en réduit. Et les premiers écrans, par exemple les écrans BenQ, il y a toujours eu cette fonctionnalité où tu règles ton écran et du coup ça se réduit tout de suite directement. Du coup toi ça se fera avec l'écran, ce sera dans l'ordi, comment ça va? Non, c'est dans l'écran, mais c'est surtout la fréquence de rafraîchissement. C'est ça. Elle change. Si tu es en 25, tu es à 360, mais si tu es en 27, tu as des fréquences inférieures. Donc c'est la version moderne. Plus des nouveaux écrans en plus qui ont les micro LED, on va pas se le cacher, pour les fans de grands écrans. Et vraiment aujourd'hui, on le voit de plus en plus, les téléviseurs et les écrans PC qui commencent à fusionner les technologies. Donc on a des téléviseurs. Il y a de plus en plus de joueurs qui utilisent maintenant un téléviseur comme écran PC. Voilà, téléviseurs 120 Hz. C'était impensable. C'était exactement l'OLED. Enfin voilà, il y a des technologies qui sont en train de fusionner. Maintenant, il y a G-Sync dans certaines. Voilà, il y a G-Sync dans les télés pour justement cette problématique, puisque aujourd'hui brancher cette machine-là, 3080 Ti, par rapport à une console de salon, on va pas se le cacher. La performance qu'on a, donc brancher ça. Non mais parce que dans nos consoles de salon, c'est pas vrai. On travaille avec Nintendo. Voilà, on travaille avec Nintendo. Non mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'une machine comme ça, évidemment, quand on le branche sur un téléviseur, on profite d'une plateforme extraordinaire pour jouer. Mais comment je pourrais te donner tort alors que regarde cette image que personne ne verra, mais c'est pas grave, j'essaierai quand même de vous montrer. Là, il y a mon laptop. C'est ici. Là, je joue à un jeu en 4K sur ma télévision avec ma manette sans fil. Voilà, j'ai juste posé le laptop à côté, j'ai branché l'HDMI, c'était réglé. Voilà, c'est vrai que le notebook, pour ça, c'est une machine de travail, une machine de jeu et une console. Donc c'est les trois mondes réunis dans une machine polyvalente. C'est ça qui est intéressant dans les notebooks aussi. On va essayer de vulgariser un petit peu pour les gens qui nous regardent, parce que depuis tout à l'heure, en fait, on a parlé de pas mal de choses techniques qui nous parlent, parce que ça fait des mois, des années qu'on fait cette émission, qu'on est passionné de gaming, de technologie, donc ça nous parle, le DLSS, le ray tracing, mais c'est peut-être pas le cas pour tous ceux qui nous regardent. Du coup, ça peut être intéressant aussi d'expliquer quelles sont ces technologies et du coup pourquoi c'est intéressant de s'équiper d'une carte graphique Nvidia pour pouvoir en profiter. Je te propose de commencer par le ray tracing, qui est quand même la fondation. Le point d'orgue. C'est la technologie où tout le monde s'est dit il se passe un truc. C'est la fondation parce que le ray tracing, sorti du marketing et de tout ce qu'on a pu dire depuis ces dernières années autour du jeu vidéo et tout, c'est la fondation de la 3D. C'est-à-dire que toutes les images 3D évoluées qu'on a pu voir dans le cinéma pour recréer le photoréalisme ont été faites en ray tracing. La problématique, c'est que le ray tracing ne pouvait pas être exploité dans le jeu vidéo dès le départ. Donc on a trouvé une technique, la rasterisation un peu, on va dire, bricolée, entre guillemets, pour faire de la 3D raster et pour pouvoir avoir quelque chose de fluide et en temps réel. Mais l'aboutissement dans l'exploitation de la recréation d'un univers virtuel en 3D, il n'y a que le ray tracing. Donc le ray tracing, c'est déjà la technologie. Pour le moment. Ah non.
Non, mais dans 10 ans, tu me diras. Ah mais non, mais On a inventé mieux. non, c'est là où tu te trompes. C'est que je te dirais, il y a du ray tracing, c'est toujours du ray tracing, sauf qu'on le fait peut-être 1000 fois plus rapidement. D'accord. Et au lieu d'avoir quelques effets, toute la scène sera en ray tracing. Tu n'auras plus du tout de texture, tu n'auras plus de géométrie. Chaque point sera fait en ray tracing. Donc le ray tracing, c'est la technologie fondamentale, des mathématiques fondamentales pour recréer l'univers 3D. À partir de là, arrive à un point où la rasterisation, on l'a vu sur God of War. Waouh, ils arrivent à faire un jeu, mais Ils arrivent quand même à faire des trucs pas dégueux. ils arrivent à faire. Les gens se posent une question Ouais. dans le chat. Ils demandent qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est en fait la rasterisation. D'accord. La rasterisation, c'est simple. C'est qu'un univers 3D, je vais prendre, on va mettre pour créer cette carte-là des pixels, des triangles, donc des petits triangles, des polygones, on va dire, pour la créer, et sur lequel on va plaquer. Et donc le problème, c'est que quand on est sur un écran 2D, d'accord, c'est qu'on voit pas les trucs. Donc la rasterisation, c'est le fait de transformer cette image 3D dans une surface plane. On rasterise l'image. Ok. D'accord. Sauf que l'image qui est là, qui est calculée par le GPU, sont des triangles avec des textures appliquées. On fait des effets, on fait des trucs et des machins sur cette texture. Mais la lumière, elle n'est pas du tout prise en compte, les réflexions et ainsi de suite. Le ray tracing, ça marche totalement différemment. C'est que pour créer le pixel à l'écran qui est là, ça va être l'intersection de la lumière avec le triangle. Tu as le polygone, sa texture par-dessus et la transformation de ce que tu vois par les rayons lumineux. Voilà, et c'est que l'intersection qui sera affichée. Et ça ne sera pas justement ce mécanisme de rasterisation où tu vas juste transformer ton image que tu vois en 2D sur la dalle, donc avec le moteur de raster qui va faire la 3D. Ça peut paraître assez anecdotique en fait pour les gens. Ils pourraient se dire oui, bon, du coup, c'est juste les effets de lumière qui changent. Le truc, c'est qu'en fait, dans une scène, on pourrait trouver, je ne sais pas si tu pourrais trouver des exemples là, Paul, mais tu peux facilement trouver sur Internet des exemples d'un jeu où tu enlèves tous les effets de lumière, puis d'un coup tu les mets, c'est juste deux mondes complètement différents. C'est deux mondes. Donc, pour revenir au ray tracing, pourquoi en 2018 ça a été un tremblement de terre dans l'industrie 3D et pas que jeux vidéo, c'est parce que tout le monde pensait qu'on n'arriverait pas à le faire avant 2025. Alors, qu'on n'arriverait pas à le faire en temps réel. Et la notion de en temps réel est évidente, puisque dans le cinéma, c'est ça. Donc en 2018, cinéma d'animation, tu t'en fous que ce soit pas en temps réel, puisque tu lances ton rendu, ça calcule, et même s'il faut 3 jours, à la fin ton image elle est belle, mais tu as juste à lire la vidéo. D'ailleurs, dans l'animation 3D, pour avoir quelqu'un qui travaille dans cette industrie-là, c'est plusieurs dizaines, voire centaines d'ordinateurs qui lancent des calculs d'images à hauteur de je ne sais pas combien d'images par minute. Tu vois, c'est pas genre 60 images par seconde. C'est pour ça qu'à l'époque, moi, quand j'ai entendu Ray Tracing Control, je me suis dit, ok, bon. Donc, j'ai été fan depuis le départ. Donc là, on n'en est qu'au début. C'était quoi? C'était en 2018. C'est pas si vieux. Hein. Ah, non. Et donc, on a une puce spécialisée donc, dans l'architecture des séries 20 et des séries 30. Donc, on a une division spéciale du processeur qu'on appelle les RT Core, qui sont dédiés à calculer les intersections entre les rayons de lumière et justement les polygones pour créer le pixel. Et c'est ce qu'on appelle le BVH, le terme technique. Et cet accélérateur-là, c'est un corps qui est entièrement dédié à ça et qui fait que ça, à côté des CUDA Core qui sont les anciens corps de rasterisation. Et pourquoi c'est super important? Parce que souvent on nous dit mais pourquoi vous ne faites pas des cartes qui défoncent à 300 FPS pour 50 €? Ok, on pourrait le faire, mais ça ne fait pas évoluer le schmilblick. Si tu veux des jeux vidéo plus vite, plus beaux, qui peuvent se rapprocher, si tu veux des films encore plus beaux, des choses plus beaux, il faut qu'on mette les outils dans les mains des créatifs. Et les GeForce, ce sont des outils de création, d'abord, avant d'être des outils de jeu d'exploitation. Donc les créatifs, quand ils ont reçu en 2018 les premiers accélérateurs en ray tracing, ils ont dit « Waouh, le ray tracing, c'est trop bien !» Ils ont commencé à travailler avec les outils. On a vu au début que c'était difficile. On a eu des jeux qui n'étaient pas brillants en ray tracing. Il fallait que les développeurs de jeux aussi appréhendent la technologie, parce que les textures, c'est... Un petit peu de temps, on le sait déjà, développer un jeu, ça prend parfois 5, 6, 7 ans. Donc, et les textures, c'est pas les mêmes. Plus gros. Il n'y a plus de texture, parce qu'une texture, elle a besoin d'avoir un coefficient de réfraction. Enfin voilà, c'est très mathématique, c'est complètement différent. Le pipeline de rendu en ray tracing est totalement différent. C'est une autre façon de mettre des jeux, donc il faut accompagner ça avec le temps, les développeurs, les créateurs, les API, Là, les outils. On commence quand même à arriver à un moment où de plus en plus de développeurs commencent à maîtriser la techno. On est en 2022, qui est bien répandu, qui fait qu'on ne souffre pas trop. Voilà, on va en parler du DLSS. On commence à vraiment pouvoir en profiter. Ça aura quelques années, mais clairement. D'ailleurs, j'avais vu, c'était Digital Foundry avait interviewé des gars de chez Metro Exodus
qui avait fait, du coup, Metro Exodus était sorti, je sais pas, 1 an et demi avant peut-être, et ils ont ressorti le jeu en full... Pass Racing. Voilà, pass tracing, c'est-à-dire le jeu 100%, enfin quasiment 100% en ray tracing. Et ils expliquaient que pour créer une scène avec un tas de lampes à un endroit spécifique dans le jeu, là où ça avait pris plusieurs semaines à travailler, à poser à la main des lumières artificielles, donc en rasterisation, etc., ça leur avait pris quelques minutes en version full ray tracing. Donc quand tu l'appréhendes, la techno, quand tu t'en sors Il gagne avec... un temps de fou. Hein. Et Donc C'est de ça, l'argent. c'est Et à c'est- ça aussi c'est que ça, servent les c'est- outils, voilà. c'est gagner du temps pour Voilà. faire des jeux plus beaux dans Plus le beau. même temps Et de puis, développement. Et puis juste ce que vient de dire Chrono, c'est super intéressant, c'est qu'auparavant il fallait faire une scène pour le jour, une scène pour la nuit, une scène pour il fallait redévelopper en fait fallait faire une peinture entre guillemets pour chaque moment de la journée. Aujourd'hui le ray tracing ça calcule les lumières en temps réel, qu'il soit 14h, 20h, 21h, ton jeu il est pas le même, c'est pas le même. Donc tout ça c'est du temps réel, c'est complètement différent. C'est quoi le premier jeu où toi-même tu t'es dit ok, là on vient de passer une étape quoi. Il y a eu Battlefield donc au lancement de la génération série 20, mais était intéressant. C'était compliqué parce qu'il y avait des effets. Après, on a découvert aussi des effets un peu difficiles, mais Control, ça a été vraiment. Le jeu s'y prêtait vraiment. Ils ont fait beaucoup de scènes avec les miroirs et tout ça, donc c'était vraiment, ça se voyait vraiment. Après, maintenant, les artistes qui font du jeu vidéo, qui sont plus proches du cinéma, il faut pas l'oublier, tout ça, c'est le même monde maintenant. Ils appréhendent les ray tracing différemment, et on l'a vu. Encore une fois, je reprends l'exemple de God of War, qui est quand même pour moi le chef-d'œuvre de la rasterisation en termes de qualité visuelle. Si on veut développer plus loin, la seule technologie, c'est le ray tracing. Et là, on est en 2022. Nous, on est la deuxième génération avec la génération 30 d'accélérateurs en ray tracing. Oui, il n'y a pas d'autre choix que d'aller vers cette technologie-là. Et le ray tracing, c'est la technologie qui nous permettra d'avoir des jeux encore plus beaux. Mais il parle de Control. Désolé, je suis obligé de revenir Vas-y. dessus. Parce que franchement, Control, en fait, c'est le genre de jeu, tu le lances sans ray tracing, il est magnifique. Tu rajoutes du ray tracing dessus, il devient juste fou. Et surtout, la différence de traitement entre les reflets dans du bois, les reflets dans du métal ou les reflets dans du béton, c'est tellement bien fait, c'est tellement subtil que... En fait, il n'y a que ceux qui ont joué à Control en ray tracing qui peuvent comprendre, en fait. Après, bon, Tellement. évidemment, il y a Cyberpunk, on ne va pas se le cacher. Notre ami à Chrono. Non, C'est mais, vrai qui a été beaucoup cité parce que quand j'ai tweeté pour annoncer le live d'aujourd'hui vers midi, j'avais mis du coup une petite question en mode ok, c'est quoi le jeu qui vous a le plus impressionné avec les technologies Nvidia? Et effectivement, Cyberpunk a été Pour moi, c'est le numéro 1 aussi. J'ai dit Control pour le premier. Ouais. Pour moi, le Tu numéro m'as dit 1, c'est le premier. Cyberpunk. Mais Le meilleur exemple, c'est Cyberpunk. En termes de développement, Cyberpunk est très vitrine. très en meilleur. Enfin, développement et moteur. Minecraft RTX, bon, on peut en reparler longuement. Minecraft RTX, c'est un autre sujet. Mais comme jeu moderne, avec tout ce qui va bien dedans, derrière l'histoire. Et En tout. vitrine, Cyberpunk. En vitrine, Cyberpunk, ça reste. Comment ça fonctionne d'ailleurs le partenariat entre guillemets avec CD Projekt? Est-ce que Nvidia envoie des ingénieurs ou des développeurs chez les développeurs pour les aider à prendre la main sur ces technologies, sur ces outils? C'est une excellente question, puisque c'est comme ça que Nvidia en fait, a travaillé historiquement. Depuis la première carte, on ne met pas des transistors pour qu'ils fassent beau, que les développeurs disent « Ah, il y a des transistors ». Donc on a toute une équipe. En fait, on a probablement la plus grosse équipe spécialisée au monde dans le développement des technologies graphiques pour le jeu vidéo. Et donc tous ces développeurs à travers le monde travaillent en direct avec les studios, avec les éditeurs et surtout les développeurs pour distribuer déjà nos kits de développement qui exploitent nos technologies, et ils les aident en fonction des titres et en fonction des accords avec les éditeurs et les développeurs pour développer les jeux avec eux. Donc c'est pour ça que souvent on nous dit oui mais c'est un jeu sponsor. Sponsor, ça a deux sens. C'est oui, on a travaillé avec le développeur de jeux pour intégrer des technologies incroyables, où on donne juste Nvidia ne donne jamais que de l'argent, c'est d'abord la technologie qu'on veut mettre en avant. Et ça c'est important parce que un développeur de jeu, il a un jeu à faire. C'est sympa, le graphisme et tout ça, mais il a un jeu à faire, donc il a d'autres chats à fouetter, entre guillemets. Et des fois, avoir les équipes de Nvidia avec lui, ça l'aide aussi à appréhender beaucoup de domaines. Ça lui fait gagner. Et il y a un autre phénomène, moi, ça fait très longtemps que je suis dans l'industrie, que j'ai vu, c'est qu'auparavant, il y avait beaucoup de moteurs de jeu. On avait 10, 15, 20, 30 moteurs de jeu. Chaque studio avait son petit moteur. C'est un peu plus simple maintenant. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a très peu de moteurs en fait, sur le marché qui sont moteurs modernes, j'entends. Il y a Unity, Unreal, Crytek, voilà. CryEngine, si c'est bien sûr. Donc on va dire qu'il y en a 5-6 gros en fait, entre ceux du BI, enfin tous les jeux qu'on connaît. Et donc le fait de travailler en amont, parce qu'un moteur c'est un produit en lui-même, aujourd'hui c'est pas juste, auparavant c'était le jeu,
et on faisait un moteur pour le jeu, mais aujourd'hui on fait un moteur pour faire un moteur qui vont donner des jeux, donc des outils. Et donc les moteurs, c'est vraiment le cœur du jeu vidéo aujourd'hui. Et donc nous, on travaille avec tous les développeurs de moteurs de jeu pour intégrer les technologies. Et il faut savoir que dans Unity, dans Unreal, dans tous ces moteurs-là, maintenant, il y a le ray tracing comme pipeline de rendu. Alors il y a les anciens pipelines de rasterisation, parce qu'il y a plein de qui fonctionnent. Et je voulais revenir aussi sur le DLSS, parce que ça, c'est une histoire... C'était ma question suivante, parce qu'en fait, c'est bien joli, le tracing, mais ça bouffe quand même un peu de ressources. Il faut quand même des cartes assez véloces pour faire tourner tout ça. Tellement véloce que parfois ce qu'on a aujourd'hui à disposition ne suffit pas, surtout quand on monte dans les résolutions, parce qu'en 1080 on est capable de faire beaucoup de choses, mais dès qu'on commence à monter en 1440, voire en 4K, là ça commence à être un petit peu plus compliqué. Et du coup, il y a une autre technologie qui vient comme une petite sœur du ray tracing et qui vient l'aider à s'afficher sur nos écrans, c'est le DLSS. Il régale. Alors c'est un truc qui est hyper intéressant, le DLSS, dans le sens où chez NVIDIA, maintenant, on va dire qu'il y a deux NVIDIA. Il y a le NVIDIA de la 3D, avec le ray tracing, et le NVIDIA de l'intelligence artificielle, avec donc, le DLSS, qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les images de jeux vidéo, et plus loin, parce que le DLSS, n'est pas utilisé que dans le jeu vidéo, c'est utilisé aujourd'hui dans 200 applications pour accélérer plein de traitements et d'intelligence et tout ça. Donc en fait, le DLSS... Parce que l'intelligence artificielle chez NVIDIA aujourd'hui, ça sert à faire de la création d'images, on l'a vu avec l'application Canva. Ça sert pour les automobiles, puisque je sais que vous travaillez sur ça, sur la reconnaissance du trafic. Et, même plus loin, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de voitures qu'on utilise au quotidien ont donc des modes ADAS, d'assistance à la conduite, qui sont liés à l'intelligence de NVIDIA. On a même donc des simulateurs de voitures pour qu'elles apprennent dans des mondes virtuels pour développer leur intelligence qu'on va pouvoir mettre. Donc ça évite de les mettre le monde réel. Donc on a des simulateurs où on entraîne. Donc, voilà. Donc Nvidia est maintenant très connu en fait pour l'intelligence artificielle. Et il y a une raison fondamentale pour ça, c'est parce que le GPU est une architecture massivement parallèle de calcul et l'intelligence artificielle adore ça, tant qu'en entraînement. Et c'est pour ça qu'on a fait donc ce qu'on appelle les tensor cores dans les GPU qu'on a ici, les GPU grand public. Donc ces tensor cores, ils ont une faculté très particulière, c'est qu'ils sont capables de faire des calculs en entier très rapidement. Les calculs entiers, c'est pas les calculs en virgule flottante, c'est pas les calculs un peu complexes qu'on peut commander dans le monde 3D. Calculs entiers, plus personne les utilisait en fait auparavant, parce que c'est ça où des fois on a des défauts de 3D, c'est à cause de calculs entiers, c'est pas assez précis. Par contre, l'intelligence artificielle, elle adore les calculs entiers. Donc en fait, on a ces petites tensor cores qui s'accélèrent l'intelligence artificielle. Et donc pourquoi c'est important ? Parce que on s'est aperçu, on s'est dit, on n'est pas stupide chez NVIDIA, on a mis les cœurs RT, on a fait les perfs, on a dit, quand même. Ça marche bien, mais les 60. Quand Turing est arrivé, donc effectivement, on s'est dit, il va falloir qu'on trouve une astuce, entre guillemets. Et là, c'est NVIDIA Research. Là, il faut comprendre que il y a toute une division chez NVIDIA qui est NVIDIA Research. Les mecs, ils se prennent la tête depuis des années à trouver des trucs. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je me prends la tête. D'ailleurs, c'est pas ces mecs-là qui ont fait le site internet Is this person c'est quoi le site déjà, tu te rappelles ou pas ? Est-ce que cette personne existe En fait, c'est un site qui rafraîchit et qui te crée des visages à base d'IA uniquement. Et c'est NVIDIA qui fait ça. Et les premiers, quand ils ont commencé à travailler avec l'IA sur les images, et là, ils ont commencé à comprendre ce qui est en train de se passer, c'est que l'IA est capable de générer des images mieux que si on les créait en 3D. Quand c'est dit comme ça paraît un truc de science-fiction. Et en fait, non, c'est pas un truc de science-fiction. Mieux ou en tout cas plus vite. Plus vite, ça c'est évident, quasi instantanément, mieux de plus en plus. On le voit avec Canvas. Tu peux... On avait montré une démo dans le récap il n'y a pas très longtemps. Concrètement, il y a une vidéo de démo qui montre ça, si tu peux la trouver sur YouTube, où en gros, à gauche, tu vois un mec qui en gros dessine sur Paint, tu vois, c'est vraiment des aplats de couleurs dégueulasses, et à droite, c'est traduit en une image que... Tu pourrais croire que c'est on vient de faire une mise à jour. En plus, il y a plus de, l'application encore plus sexy et plus sympa pour créer des images. Donc voilà. Donc ça a été chez NVIDIA Research, ils ont dit le DLSS. Là, les visages que vous voyez n'existent pas. N'existent pas. Donc donc l'intelligence artificielle, il faut bien comprendre que c'est fondamental dans ce qui est en train de se passer aussi. La gueule de Genius, excuse-moi. Excuse que. Tu t'es reconnu ? Déjà, je suis dedans. Genius n'existe pas. Je suis une carte graphique. Bien joué, juste, c'est fou. C'est fou quand même.
Je tiens à dire que moi j'avais pas. Voilà, c'était C'est juste ça. C'est fou. Non, c'est juste que c'est très fou. Voilà, je suis d'accord. Voilà, c'est incroyable. Moi qui viens de la 3D, au début, le ray tracing, tout ça, je comprends. Et puis quand on a commencé, quand on a eu la présentation du DLSS, on m'a dit regarde ce que c'est en train de faire, et qu'en fait, c'est pas de la 3D, c'est une intelligence qui est en train de créer les pixels à la place d'un moteur 3D. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter, qu'en fait le truc il est pas pareil, l'artiste il sait pas ce qu'il veut finalement. Ben si, parce que l'entraînement de l'intelligence, elle se fait de plus en plus. Et en fait, comment ça fonctionne, c'est que en temps réel, elle analyse ce qu'il y a à l'écran, elle voit que c'est du feu, et va mettre du feu en plus détaillé, elle voit que c'est des lumières, elle va mettre des lumières plus détaillées. C'est-à-dire que c'est une intelligence, c'est ce qu'on appelle... Il faut que tu l'entraînes sur chaque jeu. Non, alors ça c'était au début. Ça c'était au début. D'accord. Donc ça c'était, on avait un GAN, enfin on avait un réseau de neurones, un réseau de calcul qui était au début était entraîné sur chaque jeu. Donc on prenait l'image du jeu en 64 fois la résolution. On dit voilà, ça c'est l'image cible. 64 fois la 4K. Là, c'est l'image cible et voilà ton entrée en 1080p, on veut ça. Donc, tu te débrouilles pour faire ça à partir de ça. Tu débrouilles donc ça, on le faisait pour chaque jeu au lancement. Et puis, depuis le DLSS 2.0, en fait, on a entraîné une intelligence générique. Et l'intelligence générique, elle est plus capable d'identifier, en fait, dans une scène ce qu'elle est en train de créer. Et du coup, de lisser parce qu'en fait, à la base, le DLSS, c'est une sorte de super sampling, donc un anti-aliasing pour enlever les pixels en escalier. Et en fait, on se rend compte que ça lisse tellement bien que ça gagne aussi en perf et on a une meilleure qualité visuelle. Donc c'est un cercle qui est de plus en plus vertueux parce que le DLSS s'améliore. Le DLSS donne une image plus belle que la résolution qu'on aurait souhaité avoir en sortie. Pas dans tous les jeux, mais dans certains jeux, c'est vrai que le rendu est presque plus beau qu'en natif, voilà. C'est assez fou. Parce que aussi le DLSS est un upscaler temporel, c'est-à-dire qu'il prend en charge l'image principale, l'image qu'on est en train de voir, mais l'image précédente et l'image suivante, donc il calcule. En fait, des fois, on peut voir des upscalers spatiaux, comme on a le NIS ou des upscalers anciens qu'on peut connaître. Et en fait, on a du shimmering sur l'écran, c'est-à-dire que ça vibre. En fait, ça, on l'a pas avec le DLSS parce que c'est un upscaler temporel aussi. Donc, c'est une technologie qui est révolutionnaire. C'est vrai, quand on en parle entre nous, et Chrono, tu vas pouvoir étayer ça tout à l'heure. Quand on en parle entre nous, on a plus l'habitude de se dire que, en tout cas, Nvidia l'avait un peu présenté comme ça en disant la révolution, c'est le ray tracing et on l'accompagne du DLSS pour que ça marche partout. Mais en fait, dans les utilisations quotidiennes, ou quand nous, en tout cas, on essaie d'avoir des images fluides sur nos PC, on a plus tendance à se dire, en fait, la révolution, c'est le DLSS et le ray tracing, c'est cool, c'est plus joli, mais en fait, le DLSS, c'est un truc de fou parce que du coup, on a besoin de tellement moins de puissance pour profiter de nos jeux, c'est dingue, quoi. J'ai deux, trois trucs à dire. Il y a plusieurs questions qui a répondu en partie, je vais juste rapidement, pour être clair avec les gens, le DLSS ne peut pas être dans les anciennes cartes parce qu'il y a des cœurs dédiés dans les nouvelles cartes qui permettent de faire le DLSS. Alors, je peux l'expliquer, ça, pourquoi aussi. D'accord, vas-y, je t'en prie. Non, mais je te laisse finir. On a dit aux gens qui pouvaient poser leurs questions, qu'ils les posent. Aujourd'hui, dans les anciennes cartes, il n'y a pas les cœurs qui permettent de calculer l'intelligence artificielle, le DLSS. Les fameux Tensor Core. Voilà, les Tensor Core. Deuxième chose, j'ai vu qu'il y a des gens qui me disaient, et on s'est un petit peu battu dans le chat avec amour, n'est-ce pas, que moi je dis qu'il y a des jeux qui rendent mieux en DLSS qu'en natif, et je maintiens, je persiste, je signe. Je vous invite à regarder la vidéo, par exemple, de Digital Foundry sur Death Stranding. Je vous invite à regarder des comparos sur même Marvel Avengers. Il y a des images où notamment des points loin. On va parler d'images fixes pour l'instant, je reviendrai sur le mouvement juste après. Il y a des images où on voit notamment, vous savez, le pont de San Francisco avec des barres en diagonale, etc. En natif, dans le lointain, où il y a ce petit effet un petit peu de transparence, en fait. Et en DLSS, tu ne le vois pas du tout parce que le calcul se fait de façon plus nette. Pareil pour les écritures lointaines. Et un mouvement, c'est vrai que jusqu'à assez récemment, il y avait ce qu'on appelle du ghosting, j'en ai déjà parlé, mais bon, je vais le faire rapidement. C'est-à-dire que quand tu avais un effet, à cause de ce dont parlait Stéphane, le fait que le DLSS calcule avec l'image en avant, notamment, donc c'est pas uniquement sur du temps réel, tu avais cet effet de rémanence, notamment sur des petites flammes qui volent, etc. Eh ben ça, dans les versions récentes, ça a été supprimé. Notamment, je trouve que ça va s'améliorer petit à petit. Alors, ça s'améliore au fur et à mesure. Parfois, ça peut vous arriver peut-être de voir un jeu sur lequel vous dites
tiens, c'est pas au niveau de ce que j'espérais ou quoi, mais c'est pas forcément le cas sur tous les jeux. Certains s'en sortent mieux que d'autres. Bah, d'ailleurs, il y a eu des améliorations Ouais. concrètes Ouais. avec des jeux, avec une ancienne version qui se sont mises à jour avec du DLSS plus récent, qui améliore certaines choses. Et le dernier point, après ça, je rends la parole à Stéphane. Est-ce que c'est pertinent d'avoir du DLSS quand tu as une 3080 par exemple? La réponse est oui, par rapport à ce que je viens de dire à l'instant. C'est-à-dire, parce que parfois tu peux gagner en qualité visuelle, ça arrive. Franchement, je n'exagère pas. Sponsor ou pas, je le dis en toute honnêteté, je vous l'assure. Et deuxièmement, parce qu'il y a des gens qui veulent de la performance supplémentaire. Il y a des gens qui, quand ils descendent à 58 images par seconde, ne sont pas contents. Ils veulent être à 65, Et 75. même au-delà de ça, effectivement, tu as des gens, je sais que j'en fais partie, pour qui le 60 FPS, ça suffit tranquille, et puis ils veulent plutôt bénéficier d'effets supplémentaires et d'une qualité d'image, d'une résolution supérieure. Il y en a certains, on en parlait tout à l'heure, notamment les joueurs sportifs, qui veulent monter beaucoup plus haut dans le nombre d'images par seconde. C'est aussi à ça que ça réflexe, on va en parler après aussi pour avoir toujours plus d'efficacité dans les jeux. Mais c'est pas le tout d'avoir une belle image qui est rendue vite, c'est aussi des fois d'avoir une image pas forcément plus belle, mais qui est rendue beaucoup plus vite. Voilà. Et ça peut servir à certains joueurs. Donc oui, effectivement, quand vous avez une carte graphique puissante, vous pourriez vous dire, mais en fait, ça marche en natif, pourquoi j'utiliserais le DLSS? Vous avez raison de vous poser la question. Et il y a des jeux où faites le test chez vous et vous direz, bah oui, effectivement, en natif, ça me va très bien. Ou voire même, vous pourriez voir peut-être des artefacts ou des choses comme ça via le DLSS. Mais dans ce cas-là, très bien, restez en natif. Mais il y a des jeux sur lesquels vraiment le DLSS est bluffant. Ce serait dommage de s'en priver. Et le tout dernier point, après ça j'arrête, c'est que moi je me rappelle un post de Alexander Battaglia de Digital Foundry qui, pareil, quand il avait testé à l'époque Death Stranding avec le DLSS, il a dit dans un long thread Twitter qu'il a fait, et ça m'avait choqué, et j'étais content parce qu'en fait c'est ce dont je me rendais compte aussi, il a dit on arrive à un point où quand un jeu ne possède pas le DLSS, eh ben, ça lui est, c'est un aspect négatif du jeu. Ah bah Et clairement. c'est ouais. Tellement ça fonctionne bien en fait. Donc vraiment, voilà. Stéphane, Oui. Donc je pourquoi sens que tu as envie de réagir sur tout ça. Pourquoi déjà la première question, c'est pourquoi on a besoin des tensor core pour faire de l'IA? C'est la question que j'ai abordée tout à l'heure, c'est que l'IA est très friande des calculs en entier, et donc le DLSS, comme on l'a vu, ça se fait en temps réel en fait, et on ne peut pas avoir de latence. Imaginez, bon bah voilà, dans le GPU, il a fait son image en 1080p, la diffusion c'est en 4K, et on doit attendre que l'IA prenne son temps pour faire les pixels supplémentaires. Donc non, c'est impossible en fait de faire du DLSS software entre guillemets aujourd'hui. L'image, ça ralentirait en fait tout le système. Donc c'est pour ça qu'il y a ces tensor core qui sont exclusivement dédiés à ce type de calcul spécifique au format de l'IA. Et c'est ça qui est super important en fait dans le DLSS, c'est les tensor core. Et c'est pour ça qu'on n'a que les séries 20 et les séries 30 qui les ont, parce qu'il faut du hardware dédié pour ne pas avoir de latence dans le DLSS. Après, dans le DLSS, il y a deux approches. Il y a l'approche je double mes performances, comme ce qu'on vient d'expliquer. Il y a des gens qui préfèrent avoir plus de FPS. Et puis, dans une machine comme celle-ci, il y a ISO performance, je réduis ma consommation. En réduisant ma consommation, je gagne de l'autonomie. Donc aussi, il y a cette approche-là. Le DLSS, c'est moins gourmand en termes d'énergie, à même vitesse. Donc, Les mêmes performances avec moins de puissance. Ouais. Donc quand on joue sur notebook, activer un jeu avec le DLSS, c'est hautement recommandé. Je vais gagner en autonomie. Donc ça, c'est super important aussi. Bien vu ça. Bel argument, bien joué. Non, mais et ça, c'est surprenant aussi de le dire comme ça. Et puis, il y a un autre aspect que tu as un peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens qui ont une 3080 avec un écran 1080p et qui jouent pas à des jeux hyper rapides. Alors, peut-être qu'ils ont cette machine-là parce que c'est des e-sportifs, mais donc on a mis au point le DLDSR récemment. Ouais. Donc là, on fait du downsampling, on utilise l'IA. Donc comment ça marche? En fait, on fait l'inverse. C'est-à-dire que le DLSS prend une image plus petite et va l'upscaler avec du deep learning pour créer du pixel et avoir une image la plus propre possible, mais avec un affichage de base qui est plus petit et donc moins gourmand. Là, ce que vous proposez, c'est l'inverse. On va profiter d'un surplus de puissance qu'on va downscaler pour avoir une image encore plus belle sur un écran. Grâce à l'anti-aliasing par super vachement bien. Bon. Non, mais le quand je tape ici, j'ai et c'est pour ça qu'en fait, ce qui est super sympa, parce que depuis le début, on parle dans tous les sens et tout ça, c'est que chaque joueur sur PC est différent. Chacun va avoir son setup. Il n'y a pas de setup standard. Moi, je suis fan de ça, toi, tu es fan de ça. Quelle machine tu veux utiliser? Moi, je veux faire de l'e-sport, donc j'ai besoin de réflexes. Les consoles proposent beaucoup ça en ce moment avec le fameux mode performance ou mode qualité. Chacun fait selon ses goûts. Voilà, exactement. Et donc, on peut très bien imaginer quelqu'un qui veut
un jeu qui va jouer à des jeux extrêmement compétitifs, donc extrêmement rapides, qui ont été pensés avec des moteurs assez légers pour être très, très fluides. Jouer sur un écran 1080p avec une 3080, voire une 3080 Ti pour atteindre les 360 images par seconde. Et alors que parfois, il veut peut-être se lancer une partie d'un God of War. Et donc, il a une machine surdimensionnée, on va dire, pour sa surface d'affichage. Et là, il pourra utiliser le DLSR. Exactement. Donc, c'est ces approches-là qui sont importantes aussi chez NVIDIA. C'est de pouvoir contenter en fait, tous les types de joueurs. Et on me posait, il y a une question dans le chat que j'ai trouvé intéressante, c'est il parle de DLSS performance contre qualité. Oui. Alors, j'ai juste un truc que j'aimerais dire juste avant, c'est qu'il y a un jeu auquel je pense qui s'appelle Nioh 2, que moi j'adore, c'est un de mes jeux préférés. Et en fait, il faut savoir que dans Nioh 2, il n'y a pas d'anti-aliasing. Le jeu ne possède pas d'anti-crénelage, donc cet effet d'escalier. Donc même si vous jouez en 4K, que vous avez l'œil fin, Aucun. Même pas un il n'y a basique. pas d'anti-crénelage du tout. Il y a pas par défaut, c'est du TAA qu'il y a dans la plupart des jeux modernes. Nioh 2 ne possède pas d'anti-crénelage. Le seul moyen d'avoir de l'anti-aliasing dans Nioh 2, c'est en activant le DLSS. Donc en fait, tu vois, là pour le coup, tu gagnes littéralement en qualité d'affichage parce que tu actives le DLSS. C'est une grosse tendance aussi qui est en train de se passer, c'est que le DLSS est une technologie assez révolutionnaire et qui remplace l'anti-aliasing. Il y a beaucoup de développeurs en ce moment qui sont en train de basculer leur mode historique d'anti-aliasing comme le TA ou d'autres, le FSA qui était historique, vers le DLSS puisque il y a de plus en plus de GeForce sur le marché, les joueurs s'équipent, donc ils commencent à remplacer parce que c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Tu peux le dire, vous avez quelle part de marché on chez les gamers? On va éviter d'en parler parce que moi je renvoie toujours les gens sur Steam. Voilà, on sait à peu près les 10 premières cartes qui sont utilisées, mais effectivement les GeForce sont historiquement des cartes qui sont très utilisées. Plutôt bien placé. Voilà. Ce sera la réponse. Mais il y a aussi parce qu'il y a une volonté d'innovation de notre part, il y a un travail. Ne pas oublier que le cœur de NVIDIA, c'est le GPU, c'est les GeForce, enfin c'est le GPU, c'est notre métier. On ne fait que des GPU. On ne fait rien d'autre, entre guillemets. Enfin, maintenant, on va les intégrer dans des... Pour le moment. On a des DPU maintenant pour ceux qui vraiment veulent... aller dans le détail. Dans le détail. Donc, on a racheté une société qui s'appelle Mellanox qui font des cartes de serveurs, donc de data center. C'est des cartes pour les gros data centers de réseau, d'interconnexion réseau, pour justement mettre au point des gros data centers pour le cloud gaming, pour tout ça. Là, c'est un autre sujet. Mais voilà, le cœur de métier de NVIDIA, c'est le GPU, c'est toutes nos ressources sont mises, toute notre recherche est faite autour du GPU, autour de l'architecture qu'on connaît. C'est vraiment, si on se loupe sur le GPU, si on se loupe sur les technologies, on est mort. Donc c'est là où on met toutes nos ressources dessus. Vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix. Ne devez que performer. Voilà, on doit que... En fait, tu as dit maintenant vous avez un peu deux parties. Il y a la partie GPU, oui. il y a la partie oui, intelligence artificielle. mais en fait, les Tensor Core... C'est un peu l'Eldorado de l'avenir. Oui, mais les Tensor Core viennent du GPU et de l'intelligence artificielle, mais ça fonctionne ensemble. Ça fonctionne ensemble. C'est ça qui est juste incroyable, c'est qu'au début on se dit ok, on va avoir deux divisions chez Nvidia, les GPU pour le graphisme et puis les IUI, enfin voilà les trucs d'intelligence artificielle et ce sera deux architectures différentes. Puis en fait non. Ces trois GPU, ils se nourrissent l'un de l'autre. Donc quand on a une frame de jeux vidéo aujourd'hui, on a un peu de rasterisation, un peu de ray tracing, un peu d'intelligence artificielle dans les jeux modernes. Et c'est ça qui est super impressionnant, c'est qu'on fait fonctionner les trois types de cœurs en même temps. Chrono, encore une question. Non, on va répondre à la question de tout à l'heure. Et en fait, je vais commencer et tu me corrigeras parce que comme de toute façon tu es meilleur que moi, autant que j'essaye. C'est vrai parce que Genius, il est en train de regarder un match de foot là. Il est. Ouais, non, il est d'accord. C'est une question quand j'en ai, mais tu me régales de fou. Du coup, entre un mode qualité, par exemple, et un mode performance, ça c'est super important. Je vais rapidement, moi, tu me dis où je me trompe ou pas. Déjà, il y a un mode ultra performance, mais ça c'est pour la 8K. Voilà, pour le coup, c'est exactement ça. On le met de côté. En mode qualité, mode performance, c'est simplement vous imaginez que tout le monde n'achète pas une 3080. Tu peux très bien avoir une carte, une 2060. Si tu as une 2060 et que tu as un écran 2K, par exemple, et que tu veux jouer à un jeu comme Cyberpunk tout à fond malgré tout, peut-être que tu as envie de tenter le coup, ça va peut-être pas tourner à 60 images par seconde, mais du coup là, tu vas mettre ton DLSS en performance pour avoir un truc qui sera moins léché, mais qui fait le taf, attention, mais du coup, qui va te permettre d'atteindre des frames par seconde suffisants par rapport à ce que toi tu veux. Et après, c'est aux gens de décider, ok, est-ce que je joue comme ça avec tout à fond, mais comme tu le dis, peut-être une image moins léchée, ou est-ce que je désactive quelques effets, notamment des ombres ou des trucs comme ça, pour dire moi c'est ce que j'ai fait. On est tous les deux on est tous les fans de Cyberpunk. Moi j'ai pas à 3000. Toi tu l'as fait sur 3000 ou 2000? Alors j'ai commencé sur 3080 et puis après je suis passé sur mon laptop en 2080, mais avec une définition bien moindre, donc j'ai quand même tout mis à fond. Moi j'ai 2080, pareil, j'ai baissé quelques trucs, bien sûr, moins léché, mais par contre le DLSS m'a permis d'avoir quelque chose qui tournait mieux parce que moi, vous savez, je suis plus. Vous savez, je suis quelqu'un de connu pour ça. Je suis plus dans l'FPS des fois que la qualité d'image. Je peux pas avoir un truc qui est
genre en 50K, Ouais. mais qui tourne en 20 FPS. Mais c'est toujours ce, DLSS, c'est C'est d'avoir, l'intérêt ouais, c'est de ne plus avoir à faire de sacrifices. Ce compromis, voilà. c'est ce le compromis, c'est le trade-off, c'est toujours pareil. On sait très bien qu'une machine figée, là une 2080, ça a un tel niveau de performance, il y a tel jeu qui sort, il y a telle fonctionnalité qui vont être gourmandes, mais comment chacun peut se faire plaisir aussi avec sa machine, on peut régler aux petits oignons. Alors il ne faut pas oublier que Nvidia a fait un énorme travail par le passé via GeForce Experience, c'est ce qu'on appelle les OPS. On en parle assez peu, j'en profite ce soir pour en parler, parce qu'on a donc ce qu'on a les Optimal Playable Settings, c'est-à-dire que Nvidia, sur chaque jeu, étudie les meilleurs paramètres en fonction de la puissance de la machine. Donc vous avez dans GeForce Experience, vous faites un scan. Le scan, il va dire vous avez tel jeu, tel truc, tel truc. Voilà les meilleurs réglages pour la puissance de la Il machine. optimise tout de suite. Il optimise pour les débutants entre guillemets qui ne veulent pas se dire oh là là le panneau de contrôle. Moi, Ça ne bloque rien, tu peux toujours Non, aller non, mettre ton exactement. petit grain de sel dedans. Mais c'est Tu peux super même important. le changer en temps réel, toi, dans le logiciel. Tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'on a, tous ici, on a un certain âge. Non, mais il y a le Et background on a PC. passé des Voilà, années, voilà, à régler. on a l'expérience pendant des années de ok, je lance ce nouveau jeu. Première chose que je fais avant de lancer le jeu, c'est je vais dans les réglages. Je fais, Voilà. ok, est-ce que je mets les ombres en ultra? Non, je vais les Désactiver baisser ça, un peu parce désactiver. que c'est peut-être Ouais. moins important. Par contre, je vais mettre les textures à fond. Ok, est-ce que ça je le mange, je le descends? Et en fait, tu cherches à faire. Ouais. C'est un peu comme c'est une recette de cuisine. T'es là, C'est ça. un peu Ouais. plus de sucre, de sel, de machin, et à la fin, tu essaies d'avoir quelque chose qui tourne le mieux possible en ayant la plus belle image possible. Là, entre guillemets, tu as soit Nvidia qui te mâche le travail voilà, en faisant ça. ses pré-réglages directement via GeForce Experience, soit juste ce que je disais tout à l'heure, c'est arrêtons de faire des sacrifices sur chaque Non, réglage. Non, mais DLSS et active tout, voilà. Là, tu n'auras pas de sacrifice. T'as toujours pas dit le prix de la machine. je ne dirais pas le prix de la machine. Il arrive pas à Toi, sortir. j'ai envie de deviner, c'est quoi? Ça doit être 5000 balles, 6000 Ouais, balles. ouais, un truc comme ça. ouais, on est dans cet ordre. On est dans ces eaux-là. Bah, Voilà, ouais, ouais, c'est voilà, normal. voilà, Tu c'est payes la flagship. nouveauté, Voilà, tu tu payes sortir. tout. Mais voilà. bon. Puis la dalle. rien que la Évidemment, dalle, il n'y aura elle coûtait pas, très cher. dans les nouvelles générations de notebooks, il n'y aura pas que des notebooks à 5000 balles. Les premières 3080 Ti, on va commencer à en trouver à 2600, 2700 €. Évidemment, pour des portables extrêmement. C'est des prix. Après, on a Ça reste du premium. Hein, ça reste du prix. Une 3070 Ti, on va commencer à partir de 2800 €. Voilà, donc on va trouver quand même des machines entre guillemets abordables pour des notebooks de compète pour les joueurs et les créateurs. Ne pas oublier les gens qui travaillent aussi avec les notebooks. On parlait juste rapidement, et Vas-y. c'est une question que j'ai aussi, déjà un petit mot sur les séries 40, les annonces, Les quoi les 40, regarde. De quoi tu parles? Regarde celui-là, c'est bon. Tu vois, c'est là que je te titille. Non, Des donc, petits trucs à donc dire, je- des préannoncés déjà. Donc déjà. Non mais t'as cru qu'il allait annoncer un prix là? Je pense que son Non, patron mais le déjà, on est entre amis. déjà, il n'y a pas d'annonce officielle Ouais. sur une nouvelle Personne ne génération. regarde. Non, mais une Donc- vision un petit peu. Non, alors je sais que sur Et où Internet, on peut lire plein de trucs, des articles à droite, même chez des gens très recommandables et tout ça, mais il n'y a aucune annonce officielle. Il faut vraiment en parler sérieusement. Il n'y a aucune annonce officielle de la part de Nvidia sur la prochaine gêne. Pas officiel, mais selon toi. Ah, moi j'ai Non rien. mais ça s'appelle une démission quand tu fais ça. Marque-le là, tu sais, ici, et moi, il n'y a que moi qui vois. Non, tout ce que je peux dire, c'est que voilà, historiquement, Nvidia, tous les 2 ans, on fait évoluer l'architecture. Donc en 2018, on a introduit Turing. En 2020, on a introduit Ampère. En 2022, on introduira peut-être ou pas une nouvelle architecture. Il y a un monde. Voilà. Mais il faut bien comprendre que c'est des milliards. Enfin, à l'échelle de. On oublie souvent, quand on parle de GeForce, de GPU, que ce sont des. Pour une 3080 Ti ou une 3090 ou même une 3080, ce sont les processeurs les plus compliqués au monde Au monde, ouais. à fabriquer. C'est 40 milliards, voire 50 milliards de transistors à fabriquer. C'est des investissements qui sont titanesques en termes de semi-conducteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a choisi Samsung 8 nanomètres sur la série 30. La série Turing était sur du TSMC 12 nanomètres. Donc on n'utilise plus tous les fondeurs, toutes les capacités des fondeurs qui sont disponibles au moment où on introduit les produits. Et c'est des produits qui sont extrêmement compliqués à fabriquer. Donc par exemple, la 3050, qui est la plus petite des ampères, c'est une carte qui fait 14 milliards de transistors. La plus grosse, qui est la 3090 aujourd'hui au catalogue, même si on a montré la TI au CES, c'est une carte qui fait 50 milliards de transistors. Donc on ne produit pas autant de 3090 qu'on ne produit de 3050. Elles sont plus simples à fabriquer que les 3090. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a plus, elles sont moins chères, ainsi de suite. Mais voilà, mais ne jamais oublier que ces GPU sont extrêmement compliqués à fabriquer. Ça met le seum de voir une 3090 Ti parce que tu te dis mais j'avais la plus grosse. Ce n'est plus vrai. On est pas d'avance, ce truc-là. Ce n'est plus vrai. Ça, c'était. Ouais. Je vois un acronyme que j'avoue ne pas connaître. Jusqu'ici, tout ce dont on a parlé, je connaissais
à peu près les grandes lignes. Je vois qu'on parle de NIS. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Donc, et ben justement, c'est un des sujets les plus intéressants en fait et, de ce qui se passe avec le DLSS. C'est que le DLSS a tellement remué un peu l'industrie graphique de ce qui est en train de se passer avec l'IA, l'upscaling et tout ça. L'IA arrive dans le jeu vidéo par la voie qu'on l'attendait. On s'attendait tous à voir des personnages avec des IA super évolués et tout. Elle arrive en créant des pixels, d'accord, bah voilà. Mais quelque part, derrière, il y avait ce qu'on appelait les upscalers spatiaux, donc les upscalers qui vont prendre une image en 1080p et l'étirer en 4K, par exemple, en rajoutant des pixels avec des algorithmes fixes. Donc, différents. Et donc, nous, NVIDIA, on avait déjà un upscaler spatial qui fonctionne justement sur toutes les cartes graphiques. Hein. Ça fonctionne sur des séries GTX, série 10 et tout ça, mais qui était planqué dans le driver et ainsi de suite. Et donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas aussi, puisque évidemment, un de nos concurrents a poussé son upscaler spatial, en disant, bah, on va remettre au goût du jour aussi notre upscaler NIS, hein, qui a un algorithme classique. Donc quand on dit spatial, c'est qu'il ne prend pas en charge les frames précédentes et les frames suivantes, comme le DLSS qui est un upscaler temporel qui va gérer voilà, sur le mouvement. Et donc quand on compare ces upscalers, le NIS, donc pour NVIDIA Image Sharpening, permet en fait d'étirer, enfin d'avoir, comme le DLSS, un gain de performance et un gain de résolution. Par contre, on a une dégradation visuelle de l'image bien plus supérieure au DLSS. Normal. Mais par contre, on peut l'utiliser sur tous les GPU. Parce que ça ne nécessite pas de tensor core. Parce que là, ça ne nécessite pas tensor core, ça utilise les coups d'accord ou les cœurs de calcul classiques. Et c'est moins performant, mais au moins on a quand même quelque chose. On a un upscaler, celui qui a une série 10. Si quelqu'un a un jeu qui ne supporte pas le DLSS, puisqu'il n'est pas encore implémenté dans le jeu pour le moment, c'est une solution. Et après, avec des cartes ça n'a aucun sens. Qui sont à 250 balles. Non. Bon, il y a un moment, va falloir. Qui devrait l'être. Va falloir passer, mais qui devrait être si peu cher. Voilà. Après, effectivement, on a toujours ces soucis d'approvisionnement. Voilà. Est-ce qu'on peut d'ailleurs. Alors, moi, j'ai deux conseils. Est-ce que tu sais à quel moment peut-être on va s'éloigner de ces problèmes d'approvisionnement et donc de prix, ou est-ce que vous n'avez aucune visibilité sur ça? On n'a pas de baguette magique, NVIDIA. On est dépendant de l'industrie des semi-conducteurs comme quasiment toute l'industrie. Hein. On ne va pas parler des voitures, de tout ça, mais toute l'industrie des semi-conducteurs est impactée par la C'est le moment de vendre votre voiture d'occasion. Elles n'ont jamais valu si cher. Mais pour revenir à ce sujet-là, oui, c'est vrai que... on espère au deuxième semestre que ça va améliorer. Et mon conseil aujourd'hui, c'est si on peut se permettre d'acheter une carte graphique qui vaut 150% son prix officiel, attendez. Si vous ne pouvez pas acheter, on est partenaire d'un Matériel.net qui a un excellent assembleur historique qui fait numéro 1 en France. Numéro 1 en France, qui fait le boulot. Enfin, moi, ça fait longtemps que je suis en industrie, ils sont toujours là et qui font des machines autour de nous. En fait, on s'aperçoit que la machine complète est bien plus intéressante que d'acheter la carte séparée. Alors évidemment, si on a déjà une belle machine... Et on commence à avoir des machines qui sont au prix de la carte graphique. Bon, voilà. Une carte graphique, je vais prendre ce qu'il y a autour. Si vraiment, profitez-en pour acheter des machines si vraiment c'est pas possible de trouver. Après, c'est aussi les constructeurs qui se sont mis à faire ça, à dire on a peu de cartes graphiques, donc on va essayer d'optimiser un petit peu tout ça et de dire on va essayer de vendre aussi tout ce qui est autour de la carte graphique, parce que quitte à avoir peu de modèles, on va les réserver pour nos PC. Pour la fabrication, c'est pour ça qu'on retrouve donc la carte graphique est moins chère en fait quand on l'achète dans un PC complet que si on l'achète séparément. Bon, malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, mais c'est comme ça. Donc mon conseil aujourd'hui, si on n'a vraiment pas le choix, c'est d'essayer de trouver des machines complètes. La 3050, j'ai vu des machines à 900 €. Juste la tour avec la 3050, on peut quand même commencer. C'est 900 €, bon voilà, ça aurait dû être, on va dire 700 € il y a quelques temps. Mais c'est déjà acceptable plutôt que d'acheter une carte graphique à 500 € toute seule. C'est déjà que pour un PC à moins de 1000 €, tu peux quand même bénéficier des dernières technologies. Et Matériel.net, donc là, ils ont des machines avec des 3060, 3070 qui sont très très sympas et je crois que celle-ci commence à 1500 € avec la 3060. Donc l'équipement autour. Je rappelle les commandes dans le chat, !matnet, !, le stream, si vous voulez, 8% sur les PC qui sont sur le plateau. Donc là, c'est vraiment mon conseil du moment, entre guillemets, parce que moi-même, je suis joueur et j'ai acheté mes cartes graphiques pendant longtemps et j'achète d'autres matériels également. J'ai acheté de la mémoire récemment, de la DDR5. Et quand je vois les prix, c'est inadmissible en vrai.
Mais on ne peut pas maîtriser, encore une fois, toute la chaîne de distribution et la chaîne de fabrication de nos cartes. Juste avant la pandémie, les prix étaient particulièrement bas. Je vous rappelle, Et d'un coup, l'objectif de la 3080, c'était de mettre les performances de la 2080 Ti 2 fois moins cher. Ouais. 719 francs. 10 francs. oh, Stéphane, 719 il est euros. si vieux que ça. Ouais, Il est si, si vieux que ça. je suis si vieux que ça. 719 euros au lancement pour une carte face à 1249 euros. C'était Ah ouais, l'objectif de la série 30, c'était de diviser en fait fait mal. c'est aussi ce qui a créé l'engouement et la pénurie. Voilà, après, on va pas Ce qui a créé la revenir. pénurie, mais ce qui a créé l'engouement, On c'est qu'au pourra- moment où les prix ont été annoncés, les Ouais. mâchoires sont tombées. Voilà, donc, Il y a une techno dont on n'a pas trop parlé. On devait jouer à un jeu qui était lié à ça. Je ne sais pas si la maintenance est finie. Je ne sais pas si tu peux aller jeter un œil. Est-ce qu'on peut revenir sur Nvidia Reflex? À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? c'est génial. Non, c'est pas génial. Merci à tous. On Merci, va voilà. arrêter là pour cette émission. Donc réflexe, je pense que voilà, la réponse elle est là, c'est la latence, l'input lag et surtout la latence machine. Et là-dessus, on est très très pointu aussi. Voilà. On fait Et en fait, on s'est aperçu. Des benchmarks impressionnants. Ouais. On s'est aperçu avec le travail qu'on a fait, l'e-sport, on va pas se le cacher, depuis le début, moi que je travaille chez Nvidia, même au début, les Quake, moi je suis un joueur de Quake, il ne faut pas l'oublier. Donc, bon. Mais c'est vrai, putain. Mais tu vois pourquoi C'est un mec frère. On est les deux. On est les deux qui restent. Je suis un joueur de Putain, Quake. mais il a tout compris, ce je suis un mec. joueur de Quake. Il est chez Nvidia. Voilà. Voilà, c'est les- quand je travaillais à Joystick, on jouait à Quake, hein, voilà, donc pour donner une idée, voilà, je suis un joueur de Quake. Tellement Et donc beau. au début, 60 FPS, bonheur. Après, 75 FPS, bonheur. 120 FPS, bonheur. 144. C'est monté, on est monté, 360. Et puis chez Nvidia, ils sont commencé à se dire, bah voilà, plus on a de la vitesse, plus on a on a fait du framerate. Il y avait la courbe des kill death, justement, on gagnait plus souvent. Ah ouais. Ça, c'est un truc, Ça, c'est un truc qu'ils ont observé, quoi. On l'a Plus d'images observé. par seconde, plus on montait. Alors, plus de performance. voilà, et donc il y a une corrélation directe entre la fréquence d'affichage du jeu et le score, ton ratio en fait. Et même pour quelqu'un, on va pas dire que tu vas devenir champion du monde. Bien sûr. Si tu achètes Mais un à écran niveau égal, à niveau égal, tu es meilleur avec avec un meilleur matériel. Et Chrono, je Ouais. te voyais lever la main. Qu'est-ce que tu voulais Non, je montrer voulais montrer cet écran. Voilà. Pour vous dire que malheureusement, Ah, malheureusement, on ne pourra pas. on est encore. on est ok. encore. Bon, après, il y a d'autres jeux qui ont Nvidia Reflex, mais on ne les a pas installés. Donc, Ouais. désolé. Toute la liste est disponible sur le site d'Nvidia. Et donc, évidemment, c'est une belle histoire, parce que qui dit FPS élevé dit gros GPU, plus d'argent, enfin voilà, pour Nvidia, c'est logique, donc c'est une belle histoire aussi à raconter. Donc voilà, plus j'avais des écrans rapides, donc des dalles 144, donc on nous a dit oui, le 144 c'est le maximum. Puis après, on a eu le 240. Ah vache, on gagne encore. Donc après, il y a un moment, 360 aujourd'hui, ou 480, il y a eu des premiers tests en 480, on arrive sur les 480. images par seconde. Donc des dalles à 480 Hz. Donc on arrive sur les Un pourcents. jour, ils vont te dire 1080, tu vas dire attends, c'est la résolution. Non, mais Je sais pas, là. bon, après, la courbe, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas linéaire, hein, elle est comme ça. Donc, Attends, tu te souviens de moi-même, j'ai dû en faire partie quand j'étais gamin. Il y avait ces bruits sur les forums qui Ouais. couraient en mode mais l'œil humain ne peut pas Ouais. voir Ouais. au-dessus Oh de là là. 24 images par seconde. Non, Ça ne sert à rien d'avoir Après, plus 60. de 60 à 144, tu vois, de 144 à 200, parce que moi, je 240, tu Ouais. vois. Mais après, de 140, bon, même c'est si une t'es question vraiment un de. ouf, La question, c'est ouais, à j'imagine quel moment que- on sent plus vraiment la limite. J'imagine que ça dépend de la perception. Ça dépend. J'imagine que le joueur e-sport, voilà, alors, lui je sais qui est pas, habitué. enfin, nous, on fait des études régulières en aveugle, hein, vraiment, avec des joueurs pros, et on regarde comment ça évolue. Donc la courbe qu'on a, effectivement, elle se tasse vers le haut, quand au-dessus de 240, 360, on est sur les derniers pourcentages, mais on ne sait pas. Demain, il y a un nouveau jeu Mais en qui même temps, sort. on n'a pas beaucoup mieux. Donc, Voilà. Mais demain, un nouveau jeu qui sort, des jeunes qui arrivent, qui défoncent tout. Voilà, c'est pareil, c'est les réflexes. Donc ça, c'était une première chose, c'est la résolution d'affichage et la vitesse du nombre d'images par seconde par rapport au kill death qui était importante. On s'en est aperçu. Et après est arrivé donc l'aspect les input lag, c'est-à-dire le moment où je clique sur ma souris et il se passe quelque chose à l'écran. On s'est aperçu que plus cet input lag était bas, plus on gagnait également. on était performant.
Donc ça, on a commencé à réfléchir à la situation. Donc ça dépend de toute la machine. Hein. C'est pas que le GPU qui influe sur la latence. On va trouver le périphérique, la souris, si elle est molle, elle est toute lente. Le temps que voilà, ça arrive, ça va arriver sur le port USB. C'est Windows, c'est le CPU, c'est le moteur du jeu, c'est tous les éléments en fait. C'est la carte câble, Alors, c'est ton. Voilà. Donc, voilà. Donc nous on s'est dit, on va se dire, nous on va se concentrer sur ce qu'on sait faire. Donc le GPU et son travail qu'il a dans le moteur du jeu avec le CPU par rapport à comment il est connecté à l'écran, et on va essayer d'optimiser toute cette chaîne-là pour avoir un input lag minimum. Et donc on a créé un SDK pour les développeurs de jeux qui s'appelle donc Reflex. Donc c'est du code qui est SDK, Software Development Kit. Voilà, Software Developer Kit, donc kit de développement software pour les développeurs de jeux. Donc on a créé un kit qui travaille en fait assez simplement, c'est-à-dire que chaque jeu, quand il est calculé, il y a le CPU qui envoie au GPU des informations, maintenant il faut que tu calcules cette frame, et donc il y a ce qu'on appelle une render queue, donc une queue de rendu, c'est-à-dire que le CPU il envoie des infos, vas-y, rends les frames, rends les frames. Je l'ai fait dans l'ordre. Voilà, après je l'ai fait dans l'ordre. Et puis l'input lag, il arrive dans l'ordre là, mais si tu te retrouves avec ton input à la fin de la render queue, il est à la fin de la render queue. Donc nous on dit que la render queue, c'est comme si tu avais un free pass, quand tu arrives à une soirée, tu as une queue. Je passe devant, voilà. Je suis l'input. Voilà, et tu t'appelles Reflex et tu passes devant. D'accord. Et en fait, Reflex, c'est pour simplifier au maximum, c'est qu'en fait, on zappe. On n'attend pas que l'image soit rendue pour envoyer l'ordre. Voilà. Une question personnelle. Ouais. C'est quoi la différence entre Reflex et Reflex Boost? Parce que moi, j'utilise je vois qu'il y a marqué Boost, donc forcément, je mets Boost. Mais pourquoi il y a marqué Boost parce que ça va encore plus vite. Parce que tu as une série 30. D'accord. Et une série 20. Donc Reflex fonctionne avec toutes les GeForce, donc à partir de la série 900. Donc même si tu as une 960 et que tu joues à un jeu Reflex comme le jeu auquel on devait jouer ce soir. C'était Extraction. Voilà, Extraction, donc Rainbow Six. Et il a Reflex. Donc j'aurais une 980 qui est une carte qui tient à peu près le 1080p 60 en lot aujourd'hui. Je pourrais activer Reflex, sauf que tu as un mode Reflex plus Boost qui va encore te gagner quelques millisecondes et qui va te permettre. Donc pour en revenir à l'histoire, donc Reflex, c'est une technologie qui permet de réduire l'input lag dessus. Et donc, ça a un impact super intéressant. Donc, au début, c'est génial parce que c'est pour les jeux compétitifs. Parce que du coup, tu peux aller plus vite. Donc, à un moment, il y a beaucoup de vidéos sur le site de NVIDIA qui le montrent et on le fait vraiment de toute façon entièrement honnête dessus. C'est-à-dire qu'on a pris des joueurs e-sport et ils cliquent et on voit que la balle, elle passe avant, derrière. Ouais. Mais ce qui a été incroyable, ça a été encore, je reviens sur God of War, parce qu'il a Reflex. Et à ma connaissance, on joue pas en parce que tu te dis, Reflex, ok, c'est que pour les FPS, parce qu'il n'y a que là qu'on en a besoin. Mais en fait, non, avec des jeux à la Dark Souls ou à la God of War, mais même quand tu es sur un jeu à la troisième personne, Chrono le montrait. Voilà. Et la semaine dernière, il y avait... Tu l'as montré parfaitement. Ouais. Quand tu CP, quand tu faisais des décalages, t'esquivais un tout petit peu plus vite. Et du coup, on divise par 2 l'input lag avec Reflex. C'est par 2. Par 2. Ouais, par 2. Et du coup, on a un input lag magique. Donc, tous les fans de jeux de combat, voilà. Donc, c'est une technologie encore qui est extrêmement intéressante parce que quand on joue avec un jeu réflexe et avec une RTX, par exemple, effectivement, on a cette sensation de fluidité dans les commandes. D'instantanéité. D'ailleurs, dans God of War, il me semble qu'il y a des options pour le voir ou pas. Il y a un genre marqueur, et enfin personnellement comme jeu. Alors il y a deux choses. Donc, Reflex, c'est la technologie qu'il y a dans les jeux. Donc on achète son jeu, on a sa carte, on active dans le jeu. Derrière, il y a tout un panel d'accessoires qui se sont donc associés à Reflex. Parce que quand on a commencé à parler de Reflex, tout le monde nous a regardé, nous dit vous êtes gentil Nvidia, mais la latence, comment on la mesure Comment on peut faire en sorte qu'on peut voir que c'est mieux avec et sans? Tout le monde a chez soi une caméra 1000 images par seconde. Voilà. Et voilà, tu les as, tes millisecondes. Alors, c'est parti, tu filmes ton écran. Voilà, tout le monde a bien vu ce que je faisais chez Nvidia. Je suis PR manager, donc PR, ça veut dire presse, relation presse. Donc j'allais voir mes copains, les journalistes techniques. Je leur disais bonjour monsieur, tu as une caméra? Non, non, ça m'intéresse pas. Donc voilà. Donc, en fait, ça a été extrêmement compliqué. Donc on a mis au point un kit qui s'appelle LDAT pour Latency Analyzer, c'est-à-dire un kit qui est une sorte de caméra qu'on met sur l'écran et qui va en fait, au moment où tu cliques, il va calculer en millisecondes le moment où il va y avoir la réaction sur l'écran, donc pour calculer justement la latence entre le moment où tu as cliqué et que le point s'est affiché. Le moment où ça bouge. Et donc on a fourni ça à la presse internationale au tech, pure tech, en disant essayez LDAT, essayez Reflex, on, off, tous les jeux, regarde comment c'est mieux, et ainsi de suite. Donc on leur a expliqué ça. Et donc il y en a plein qui ont fait des articles, effectivement, pour montrer que la latence était diminuée. Mais après, il y a eu un truc assez étonnant, c'est que les écrans
ont intégré le kit directement parce qu'il y avait des utilisateurs, notamment les e-sportifs, qui voulaient être sûrs de leur latence quand ils étaient en combat, qui voulaient avoir l'information instantanément de savoir. Donc imaginez bien sur une scène e-sport, devant tout le monde, avoir son petit kit avec son petit fil qui traîne pour mesurer sa latence, ça ne le faisait pas. Donc on a mis au point avec des partenaires comme Asus, Acer et d'autres, des écrans LDAT, donc des écrans réflexes, qui intègrent le kit directement dedans. Et donc la souris, au lieu de la brancher sur l'ordi, tu la branches sur l'écran. D'accord. Et donc c'est ça les écrans réflexes, ce sont des écrans qui sont pas des écrans. On essaie de couper le plus d'intermédiaires possible. Voilà, mais c'est surtout que tu as l'analyseur de latence et en temps réel, tu vois ta latence qui évolue et si elle est comme tu l'entends. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut que tu t'achètes un écran LDAT. Les mecs vont venir, tu sais, les gars qui règlent des écrans ou quoi sur des prods TV ou quoi, tu sais, ils ont des sons. Ils disent, regarde, alors attends, on a combien de lumière sur ce mec-là. C'est ça. Voilà, là on est pareil, mais Voilà, sur la latence. Donc les écrans réflexes, ce sont des écrans qui ont cet analyseur de latence intégré. Alors évidemment, ils sont extrêmement chers. Ils sont plus chers que les écrans classiques, mais ça ne veut pas dire que si tu as un écran G-Sync classique, il fonctionnera moins bien qu'un écran réflexe. C'est juste que tu en as la preuve. Tu as l'analyse en plus. Voilà, tu n'as pas l'analyseur de latence. Il y en a un où il faut nous croire sur parole. Voilà. Il y en a un où... En fait, c'est pour ça que j'ai pas pu l'activer dans God of War, parce que j'ai pas l'écran en fait, simplement, par exemple. C'est ça. De l'affichage de la latence. Alors, si tu peux l'avoir, parce que maintenant, donc, une fois qu'on a fait la démarche de montrer aux journalistes et à la presse et à ceux qui l'intéressent et aux joueurs que la latence, pas des mythos, que la latence était vraiment inférieure, on a intégré donc la possibilité d'avoir sa latence directement via l'overlay GeForce Experience avec AR. Donc, tu as à la fois les frames, donc ça s'appelle FrameView. Ouais. Donc, j'invite tous les gens qui nous regardent et qui veulent analyser leur latence. J'ai pas fait du coup. Bah oui. Parce que j'ai pas vu en fait que c'était. FrameView, c'est un petit utilitaire qui est disponible. Il est toujours en développement, mais ça permet d'analyser la latence au niveau de la carte, au niveau du système. Et on va nous sortir des petites vidéos très vite. Donc FrameView permet effectivement d'analyser sa latence façon software. Pour ceux qui veulent être vraiment sûrs, ils ont les écrans réflexes. Donc généralement, les écrans réflexes sont les écrans plus élevés. Et donc là, l'intérêt, c'est qu'on a lancé donc au CES aussi des écrans 1440p, comme on parlait tout à l'heure, réflexes, et qui ont ces analyseurs de latence. Donc derrière les écrans, il y a aussi les souris réflexes. Parce que les fabricants de souris se sont dit... En fait, tu as tout le... Mais oui, parce que comme on a mis en évidence un moyen de le mesurer, comme maintenant tu peux le mesurer... Tu sais ce qui est faible dans ton tu sais ce qui est faible dans ton setup. Donc tu te retrouves avec ma souris machin là. Qu'est-ce qu'elle me fait? Celle-là, elle est beaucoup plus rapide. Donc petit à petit, tous les fabricants se disent oui, ça va. Ils veulent le tampon. Si tu peux prouver que ta souris est plus rapide, voilà. Vous connaissez le principe, évidemment, sur une chaîne, c'est le maillon le plus faible. C'est toujours pareil. Donc réflexe, c'est ça. C'est donc toutes les technologies d'amélioration de la latence qu'on va retrouver chez Nvidia. Donc c'est évidemment, là on a parlé desktop, mais c'est aussi intégré dans les laptops. Donc on peut avoir des laptops aussi avec des dalles réflexes dessus. Les jeux qui intègrent Nvidia Reflex, alors entre autres, il y en a d'autres, j'imagine, mais sur votre site, en tout cas, on peut voir qu'il y a Apex Legends, qu'il y a Battlefield 2042, qu'il y a Call of Duty Warzone, Escape from Tarkov, Fortnite, Overwatch, Rainbow Six Siege, Valorant. En fait, les jeux les plus joués au monde, en tout cas en termes de FPS. Il n'y a pas de mystère. Je veux dire... Peux-tu dire que si c'est les plus joués? Non, mais quelque part, tu vas pas au combat. Tu vas pas au combat. Chercher les meilleurs. Voilà, non, mais tu vas pas au combat mal équipé. Dans ce genre de jeu compétitif. C'est super important. La souris, l'équipement, l'entraînement, c'est des moments où tu as besoin du meilleur équipement. Si tu es un super bon joueur et que tu as un équipement pourri, enfin on va pas prendre l'allusion du sportif, mais voilà, si tu peux t'équiper à titre perso et que tu veux un peu briller, alors après je dis pas à tous les joueurs qui sont chez eux à se faire des petites parties à la cool d'acheter un équipement qui ultra haut de gamme, mais c'est comme dans tout loisir, c'est toujours pareil. Tu y investis en fonction de tes ambitions et ton envie, ça on est complètement d'accord. Donc effectivement. Genius, toi qui es plutôt, t'es aussi FPS, mais t'es aussi joueur de jeux de combat. Les deux. Typiquement, Nvidia Reflex, c'est un truc qui pourrait t'intéresser dans tout. C'est parfait, parce que nous, on fait attention évidemment, comme tu dis, à la config PC, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on fait très attention. C'est l'écran aussi et le lien entre les deux. Nous, franchement, le moindre, alors déjà jouer en dessous de. Parce que ce que tu cherches quand tu joues à un jeu de combat, c'est l'input lag. C'est l'input lag parce que premièrement, la moindre information visuelle du mouvement que va faire ton adversaire. Ça déclenche chez toi automatiquement le contre qui va bien au bon moment. Exactement. Donc, plus tu as rapidement cette information,
plus tu as des chances de contrer le coup. Et nous, on joue surtout sur des frames. C'est des frames, c'est presque des images par seconde au niveau du gameplay. Donc, une frame en moins, ça peut changer, 1 ou 2 frames en moins, ça peut changer tout le gameplay. Donc, pour nous, le réflexe, c'est pratiquement une révolution. C'est pour ça qu'on en parlait la semaine dernière. Malheureusement, nous, en tant que joueur de jeu de combat, aujourd'hui, moi, je ne joue à 150% que sur PC. Je ne joue plus sur console. C'est plus possible aujourd'hui d'avoir un niveau compétitif, même si beaucoup de jeux... C'est pour ça qu'on attend beaucoup le Steam Deck. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on attend. Et nous, on parle avec Ken Bogard, on ne peut plus jouer sur console au jeu de combat. Ce n'est plus possible. On joue uniquement 150% sur PC pour avoir le moins d'input. Il y a des jeux de combat qui intègrent déjà Nvidia Reflex. Alors je dois vérifier, j'ai pas vérifié, mais je sais que déjà tous les Street Fighter de haut niveau, les derniers, ils jouent que sur, enfin en compète, ils jouent que sur PC. À voir là où ils en sont. Après les périphériques, je sais qu'ils sont très spécifiques aussi, mais effectivement c'est dans la même démarche. D'ailleurs les jeux de combat ont toujours été là. C'est à la demi-frame, enfin voilà, c'est à l'intermédiaire et l'input lag, c'était la clé. Mais vous avez raison de vous baser sur l'FPS parce qu'au-delà du jeu de combat, c'est quand même le jeu le plus exigeant, on va dire, au monde. C'est les FPS, c'est les jeux de combat. Après, et puis c'est mesurable maintenant. Ce qu'on a mis, c'est mesurable. C'est ce qu'on a fait. Auparavant, c'était pas mesurable. Auparavant, on n'avait que la sensation, c'est-à-dire que tu avais certains joueurs qui étaient des bons joueurs parce qu'ils avaient le bon équipement, justement, parce qu'ils avaient compris le truc. Aujourd'hui, on a pu le mesurer, on a mis en avant les produits pour le mesurer, donc on peut le montrer, on peut développer les produits. Je vais demander en régie, moi j'ai les écrans qui se sont éteints sur le studio, du coup je n'ai pas le compteur. Il nous reste combien de temps? Il est à vue de nez, 1 minute 30. Il est 13, ça va. 1 minute. Bon, donc on est déjà au bout de cette émission. Chrono, un dernier mot et après je fais le clôture. On est censé parler de GeForce, mais on m'a demandé alors sur le chat, j'ai vu alors ARM, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, c'est le genre de... Vous savez que on a lancé une proposition, mais j'ai pas le droit d'en parler du tout. Parce qu'il y a de la régulation derrière, il y a des... Voilà, donc c'est pas des sujets sur lesquels on peut pas évoquer. Bon, alors c'est pas que parce qu'on n'a pas le temps, c'est aussi parce qu'il va falloir attendre effectivement l'autorité de régulation pour pouvoir parler de ce genre de sujet, donc on en parlera plus tard. Merci à tous d'avoir suivi le Journal du Hardware, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JDH. Au revoir, Steph. Merci beaucoup Stéphane, merci Nvidia, merci Matériel.net, merci. Et à très vite, à tout de suite pour la cave.